Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 457 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la grande draft de l'intersaison. Les intersaisons, cette fois côté conférence Est avec Baptiste du NBA Dreamcast Show, revue de l'été de l'Est cette fois-ci. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre draft de l'intersaison. On a déjà classé et drafté les meilleures intersaisons de la conférence Ouest. Aujourd'hui, l'Est avec quelqu'un qui, je dois vous dire, il est en train de flipper. Il a très peur puisqu'il a vu l'affaire Kawhi Leonard. Il se dit, attends, est-ce que Pablo Torre il va faire une enquête sur Jalen Brunson? C'est Baptiste aujourd'hui. Comment ça, Baptiste? Eh bien oui. Salut Guillaume. Ça va très bien, mais sache que je suis très très serein puisque les 50 millions de salaire annuel du père de Jalen Brunson ne sont pas du tout louches et qu'il n'y aura aucune enquête. C'est mérité oui. Parce qu'il est quand même sur la tablette à jouer à Candy Crush pendant les matchs. Donc moi je vois pas pourquoi il mériterait pas ces 50 millions. En plus, je crois, c'est pas ça qu'il a dit. Il avait dit ça, Pablo Torre. Donc le mec qui a fait l'enquête sur Kawhi, il a dit les prochains qui sont dans mon viseur, c'est les Knicks avec Brunson. Il a peut-être pas dit avec Brunson, mais c'est peut-être les Knicks, non? Ah, j'ai pas tout suivi à l'affaire Kawhi, mais t'as pas suivi à ce point. pas à ce point, au point de suivre le teaser du prochain, mais ce serait logique. Hein. Je sais que les Knicks ont déjà été sanctionnés quelques fois pour tempering ou pour quelques petites choses comme ça, donc ce serait pas surprenant, quoi. Récemment, tu veux dire? Je crois ils ont pas perdu un deuxième tour de draft l'année dernière ou quelque chose, draft 2025. Je crois que le pick 59 ou le pick des Knicks y est pas, un truc comme ça. Mais c'est-à-dire quelle affaire, je me souviens plus, quelle affaire effectivement les Knicks numéro 60, il y a pas eu de pick en numéro 60. Mais je me souviens plus. Alors après il y a quand même le truc que effectivement quand tu recrutes Jalen Brunson alors que Rick Brunson le papa est dans assistant avec en plus un salaire, pourquoi est-ce que il reste pas à Dallas? Enfin bref, c'est bizarre. Cela dit, il faut quand même dire que Rick Brunson, c'est pas comme si le mec était sorti de nulle part, quoi. Il était quand même assistant sous Thibodeau depuis des années, je crois, même à l'époque des Bulls, hein. Donc il y a juste assez pour qu'on ait un peu de suspicion et un peu de non mais peut-être qu'il y a rien, mais mais voilà, c'est pas Uncle de Nice, quoi. C'est pas n'importe qui comme Uncle de Nice. Voilà, c'est plus subtil, tu vois. Il a pas engagé littéralement un assistant, genre le petit frère de Brunson, quoi. Ils ont fait un peu les choses bien, mais bref. Donc Baptiste, fan des Knicks, vous avez compris, vous le connaissez, Baptiste du NBA Dreamcast Show également. Comment ça va en ce mois de septembre, Baptiste? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je dors beaucoup en ce moment, donc ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Enfin en vacances. Et puis voilà, demain, après ça va pas très bien parce que demain je passe presque au-delà du top 25 des moins de 25 ans. Mais c'est mon anniversaire, mais. Le combien du coup? Le 24e. C'est le 24e, mais je crois que du coup, de ce qu'on avait dit, ça passe plus dans les critères parce que du coup, le top de 2026, ça passera pas, etc., etc. Non, mais quel jour, je veux dire? Quel jour de... Le 17 septembre. La team 17 septembre, il n'y a pas grand monde, mais... Ouais, non. Le podcast ne pourra pas être publié ce jour-ci, puisqu'on enregistre le 16, effectivement. Ah oui. Dommage. Bon, bref, si ça va, tout va bien. Est-ce que tu es content, donc c'est un nouveau format qu'on fait sur le Basket Lab, est-ce que tu es content qu'on le fasse en 2025 et pas en 24? Parce que l'an dernier, ça aurait été peut-être dur, hein, de classer l'intersaison des Knicks avec le départ de Hartenstein, non? On est d'accord, c'est... ouais, ça aurait été sans doute pas top 10, on va dire. Mais surtout qu'en plus, je te trouve quand même relativement confiant parce qu'on le fait du coup en septembre, mais l'année dernière le trade de Kat il arrive quasiment début octobre si je dis pas de bêtises, donc fin septembre, début octobre, ouais, t'as raison, ça doit être à peu près par là. Bon, après, si vraiment, genre, il y a Giannis qui arrive, on fera un truc, hein, mais en tout cas, en l'état, on fait ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, justement, vous avez peut-être déjà entendu le format qu'on a fait, enfin, ce même format, mais pour la conférence Ouest avec Azad. Donc aujourd'hui, on passe à l'Est, et donc c'est très simple, on a 15 équipes, on fait conférence par conférence, 15 équipes, une draft, donc on va drafter les meilleures intersaisons de la conférence Est, pour un peu parler globalement de l'intersaison, hein, avec les arrivées, les départs, les signatures, etc.
On va essayer un peu de classer tout ça. Et je précise que on est sur les critères sont très très nombreux. On va dire que c'est pas juste les nouveaux arrivants dans les équipes, ça peut être des re-signatures, ça peut être aussi est-ce que tu as gagné de la flexibilité financière ou pas, est-ce que tu t'es repositionné par rapport à tel dossier, etc. Ça peut être aussi des jeunes draftés qui arrivent et ainsi de suite. Ça peut être, enfin bref, un peu tout, des choix de draft aussi. Est-ce que tu as fait un move financier pour avoir un pick draft, etc., etc. Plein de critères. Tu décides lesquels toi tu veux prioriser. Mais c'est une évaluation un peu générale de l'intersaison. Et je précise aussi, c'est pas que pour 2026, c'est pas que l'intersaison pour la saison prochaine, c'est l'intersaison en général. Donc là, par exemple, la dernière fois, on avait pris, j'ai pris ACO Dallas parce qu'il y avait Cooper Flag. Voilà, Cooper Flag, c'est pas que pour 2026, c'est un côté, l'intersaison est réussie parce que t'as chopé le premier choix de la draft. C'est quand même pas mal du tout, hein, ça, je pense qu'on pourrait être d'accord. Donc bref, tu es mon invité, je te laisse le first pick. Et donc Baptiste, sans plus tarder, je peux te lancer. Quelle équipe, sélectionnes-tu avec ce first pick de la draft des meilleures intersaisons de la conférence Est 2025? Le Magic d'Orlando. Ouais. Est-ce que c'était facile pour toi? Ouais. Je pense que après c'est un peu plus, on va dire serré. Oui, c'est plus serré après. Mais je pense que j'ai Orlando assez facilement en 1 parce que toi aussi t'avais Orlando en 1? Ouais, je pense. Ouais. Mais rappelle un peu donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ils ont fait le trade de Desmond Bane, qui en termes de fit sportif est quand même assez génial, je pense qu'on peut le dire, sur le côté spacing, même le côté créateur sur pick and roll, qui est un peu sous-estimé, bon passeur, etc. Et après ils ont perdu quasiment personne, et ils ont aussi fait Tyus Jones en backup meneur, si je ne dis pas de bêtises, et à la draft ils ont aussi pris Jace Richardson, qui est un très bon shooter et qui a aussi un peu de drive, on va dire un peu académique, mais qui est, pour moi, été drafté un peu bas aussi. Donc finalement, bon, surtout pour Desmond Bane, on va pas se mentir, parce qu'au final, t'as un peu le malus que tu lâches des picks de draft, ok, mais pour moi, normalement, si tout se passe bien, ce sera des picks 20, 25, peut-être 29, 30. Donc ouais, Orlando assez facilement en premier, ouais. C'est-à-dire que c'est un peu la symétrie de on a mis Memphis très bas dans le classement des drafts de l'Ouest, parce que voilà, tu perds Desmond Bane, pas remplacé, et en tout cas la contrepartie est un peu nulle. Bon, par symétrie, de l'autre côté, c'est l'inverse pour Orlando, quoi. C'est-à-dire que eux, ils se débarrassent du contrat de KCP ou du joueur qu'est KCP donc un 3&D pour avoir un top créateur de NBA, alors qu'en plus, je pense que tu l'aimes aussi pas mal, hein, autant que moi, avec les progrès de cette saison, etc. Et c'est devenu un vrai créateur balle en main. Donc d'autant plus étonnant que Memphis le laisse partir pour rien. Bon, c'est un move financier. Mais du coup, aubaine incroyable de la part de Orlando. Je sais pas si tu l'as en tête, ou tu peux me redire combien de choix de draft ils mettent dans l'affaire, mais je crois que c'est quelques-uns, mais je pense que ça vaut largement le coup. Parce que notamment, en plus, si tu prends Desmond Bane et que tu as déjà une bonne équipe, tu as déjà une défense d'élite, deuxième meilleur de NBA en 2025, donc tu rajoutes l'apport offensif de Bane, je pense qu'il y a moyen que en plus les pics que tu vas lâcher dans l'histoire soient des pics entre 20 et 30, quoi. Donc ça a quand même moins de valeur, on va dire. C'est toujours aussi à prendre en compte cet élément-là. Mais ouais, en fait, c'est... En plus, je rappelle aussi, dans le trade de Bane, ce qui est assez génial, c'est que l'été dernier, tu t'es créé un peu une cartouche de trade avec KCP. C'est-à-dire que tu le surpayes pour le faire venir. Déjà, il faut un peu surpayer parce que pour le même prix, il serait resté à Denver ou il serait parti ailleurs. Donc déjà, tu payes un peu cher, mais contrat cher mais très court. Donc le risque est un peu plus réduit, premièrement. Et en plus, là, vu que tu as un peu surpayé KCP, t'as un gros chèque à échanger plutôt qu'un chèque moyen, et ça te permet de réaliser le trade de Bane. Donc t'as un peu ce côté rétention de valeur qui a été exécuté sur 2 intersaisons, tu vois, on peut dire, où tu signes opportunité de marché, tu surpayes et tu le transformes un an après, et pourtant après une saison un peu décevante, tu transformes KCP en Desmond Bane, qui est sous contrat, qui est encore plus génial, etc. Franchement, c'est un coup de maître, on peut dire, je pense, Desmond Bane. Ouais. Alors le trade, du coup, c'est Cole Anthony KCP, du coup le pick 16 de la draft qui vient de passer, qui s'est transformé qui s'est transformé en... Ils sont remontés, ils ont retrade up et ils ont pris Cedric Howard. Donc bon, on verra l'énigmatique Cedric Howard. Et après il y a 3 first picks, dont un qui appartient à Phoenix en plus, qui est même pas le tien, et un swap en 2029. Ouais, donc c'est pas mal quand même. Donc c'est vraiment pas mal.
Moi, le seul truc que je m'étais dit, c'est, je crois que c'est à 90% du cap qui, à partir de l'an prochain, est sur Suggs, Bane, Wagner et Banchero. Et c'est quand même beaucoup, quoi. Ça fait un petit pactole. Après, tu pourras toujours prolonger tous tes rookies en interne, tous tes joueurs en interne, mais c'est vrai que niveau marge, tu t'en es enlevé pas mal. Et finalement, il y a Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui seront construites comme ça à l'avenir avec le nouveau cibier, quoi. Alors en plus, moi je rajoute élément positif, tu prends un mec qui est sous contrat pendant 4 ans. Tu échanges KCP qui restait 1 an de contrat et tu l'échanges pour Bane qui en a 4. Donc tu vois, il est à 36, 39, 42, 44. Avec l'augmentation du cap qu'on projette, c'est largement acceptable hein, pour un mec qui, s'il confirme un peu cette saison, qui à mon avis est top 37, 35, top 40 NBA à mon sens. Mais ouais, tu payes beaucoup en draft, mais de l'autre côté, en fait, je pense qu'il y a un domino qui va tomber, c'est Suggs. Je suis pas sûr que tu vas rester avec Jalen Suggs, qui est un défenseur génial, hein, mais on voit bien que ça cale un peu au niveau offensif avec l'an passé une saison qui était très sobre en 2024 en 3&D. Bon, super, hein, c'est un 3&D, mais sauf que tu l'as drafté pour être plus que ça. Et l'an passé en 2025, donc avec toutes les blessures, il a eu un peu plus de ballons. On a vu que c'était un peu, ça valait pas le coup, quoi. En tout cas, ça cale un peu niveau progression offensive. Et plus que ça, 35 matchs, à peine 35 matchs, toujours un peu des problèmes de blessures, mais surtout, en fait, Orlando, on a bien vu qu'ils ont eu une top défense sans forcément l'apport de Suggs en premier rideau, quoi, parce que ce n'est entre guillemets qu'un meneur. Donc je me demande par rapport à ça, tu vois, Mo Wagner a déjà été prolongé, Banchero vient de l'être d'ailleurs cette intersaison, même si le contrat rentrera en compte l'été prochain. Mais je me demande si le trio ça va pas être ça, 3 gros contrats de Bane, Wagner et Banchero, et que au final un Jalen Suggs va pas un peu payer, non pas payer la facture, mais voilà, être échangé pour gagner en flexibilité. Mais c'est aussi ce que te permet d'avoir Desmond Bane, quoi. Tu peux le faire, tu peux échanger Suggs largement facilement parce que tu te dis bah ouais c'est pas grave, j'ai un autre créateur qui lui pour le coup n'est pas en potentiel mais un vrai créateur déjà sur les lignes arrière. Donc ouais, je rajoute aussi. Tu parlais de Jace Richardson, qui est le fils de Jason, oui. qui est un créateur sympathique à la draft. Ils ont eu Noah Penda aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, au second tour, ouais. Début de second tour, donc un talent premier tour presque quasiment. Tyus Jones aussi que j'aime bien. Alors pour un peu un rôle de connecteur, pas pour être un meneur gestionnaire à l'ancienne. Mais voilà, moi j'aime bien Tyus Jones pour le coup dans ce côté-ci. En plus, c'est secrètement un shooter d'élite. Hein. Jones, c'est aussi ce qui fait sa force, je trouve. C'est que le passing, d'accord, la propreté turnover, ok, mais c'est aussi un très bon shooter. Ça, Orlando apporte Bane, apporte Jace Richardson, apporte Tyus Jones, c'est bien, c'est du shoot. Et en plus, et je sais pas si t'as vu, ils font aussi un très bon coup sur Mo Wagner, puisqu'il était blessé, donc il a pas pu rentrer en free agency. Enfin, il y est rentré, mais pas de la bonne manière, en étant blessé, etc. Donc, ils ont fait un deal de 1 an. Il le garde 1 an de plus, comme ça, il pourra re-rentrer en free agency 2026. C'est bien pour lui, mais voilà, tu conserves un mec qui aurait pu potentiellement partir, et donc tu conserves un peu ta profondeur d'effectif. Donc ouais. Et de l'autre côté, d'ailleurs, tu l'as déjà dit, mais ils perdent pas grand chose. Donc la place de numéro 1 semble assez facile, quoi. C'est ça en fait, ce qui est aussi fort, c'est que tu vois, au final, on aurait pu s'attendre presque en termes de contrat qui match à ce que Bane soit échangé, contre Jalen Suggs. En fait, c'est quasiment à peu près les mêmes montants. Et au final, t'arrives à garder Jalen Suggs, donc tu gardes des cartouches de trade, et surtout tu gardes Anthony Black, tu gardes Tristan da Silva, tu gardes Jet Howard, même s'il a pas beaucoup joué, tu gardes tous tes joueurs qui pourraient aussi encore avoir de la valeur, quoi. Donc c'est ça que je trouve fort, c'est que t'as lâché, ok, des pics, bon, sachant qu'il y en a un qui était pas à toi en plus, mais tu as lâché aucun de tes assets forts. Tu lâches Cole Anthony et KCP, qui sont, en gros, c'était des salary match, quoi. Donc en fait, même si t'as beaucoup de cap space qui est investi sur ton quatuor, on va dire, bah en fait t'as quand même encore pas mal d'assets, je trouve, et ça c'est quand même chouette, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est à moi pour le deuxième pick de cette draft. Et là je suis curieux. Ouais. Oui, alors il y a quand même moins de bonnes intersaisons à l'est qu'à l'ouest, hein. Je pense qu'on peut le dire, mais eh oui. Non, je vais partir, ce sera peut-être pas ton choix, mais je vais faire celui-ci. Je vais prendre Miami. Est-ce que je te choque ou pas? Ah ouais. Alors un petit peu, moi je les avais, sur ma petite liste, je les avais en 7e. Ah ouais, donc t'es quand même beaucoup plus bas. Je pars sur Miami,
plutôt qu'une autre équipe, mais on en reparlera, je pense. En fait, ce que j'aime bien, pour décrire un peu, on a déjà, comment il s'appelle, Norman Powell. Opportunité un peu dingue de l'avoir, parce que nos amis les Clippers veulent s'en débarrasser pour reprendre Bradley Beal, etc. Il est en fin de contrat, mais voilà, t'es Miami et t'as besoin de création. Tu vas prendre Norman Powell pour pas grand chose, hein. Le prix, ça a été Kyle Anderson qui a fait 3 mois chez toi et se débarrasser du contrat de Kevin Love, voilà. Et je crois qu'en plus, en termes de pic, c'est un deuxième tour qui est envoyé, même pas plus. Donc voilà, c'est quand même cool. Norman Powell qui vient de nulle part, plus Simone Fontecchio aussi qui arrive dans le sign and trade de Robinson. On en parlera, c'est un peu le négatif. Plus également, tu re-signes Mitchell à plutôt un bon tarif. Bon, je m'attends pas à ce qu'on ait une Mitchell qui shootait à 52% à 3 points de l'an passé, mais tu vois, on a quand même vu que c'était un mec qui devenait un peu viable offensivement et qui, forcément, dans les schémas de Spoelstra, la défense, enfin c'est fabuleux. La défense, on l'a toujours connu. Donc j'aime bien ça. C'est pas très cher. Powell, Fontecchio, Mitchell, et en plus, tu as aussi Kasparas, Jakusionis, que tu draftes en 20e et qui, je pense, est plutôt un talent typé top 10 de draft, qui était attendu assez haut, d'après ce que pas mal de gens, dont toi d'ailleurs, ont décrit. J'ai l'impression que ça peut être un style de la draft. Donc voilà, il y a quand même un bilan, je trouve, assez complet. Et la grosse perte, c'est Robinson, et ça c'est un peu dommage de perdre Duncan Robinson. Il est envoyé en sign and trade au niveau des Pistons. Mais voilà, tu le perds pas pour rien non plus, tu vois. Tu prends Fontecchio en retour qui peut apporter un peu un shoot, un poste 3-4 qui shoot. Donc j'aime bien Miami, et t'as compris que le principal pour moi dans la réflexion, pardon, c'est Norman Powell que tu récupères et que potentiellement tu peux prolonger et qui vient combler un manque de création. Donc super. Et de l'autre côté, le talent pur de Jakusionis qui reste risqué, mais en termes de talent pur, je trouve que c'est très cool. C'est un peu les deux points principaux qui font que j'ai favorisé Miami en numéro 2. Ouais, mais en fait, c'est un peu le côté, on va dire Powell qui équilibre la perte de Duncan Robinson, quoi. Et donc, ça fait que ta balance, elle est plutôt positive. C'est vrai que c'est positif, mais en plus, moi, il y a un truc que j'avais adoré, c'est, la réaction de Spoelstra et Pat Riley quand ils arrivent à avoir le pic 20 qui est Jakusionis. C'est-à-dire qu'ils le voulaient vraiment. Ils ont vraiment flairé que ça pouvait tomber. Après, c'est vrai que, au final, les prendre en 2, ça dépend un peu de à quel point Jakusionis va réussir ou non. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais ce que je trouve intéressant aussi, tu vois, tu parlais du fit défensif avec Davion Mitchell, etc. Je trouve que, le fit offensif avec pas mal de main à main, etc., c'est pas mal du tout pour un joueur comme Jakusionis, et aussi pour Norman Powell à qui on va pas forcément, tu vois, demander, je pense, de créer sur pick and roll, etc., quoi. Ouais. Donc voilà, mon choix de Miami par rapport au talent pur de Jakusionis, qui, je pense qu'ils auraient pas dû l'avoir, mais ils l'ont eu. C'est un peu l'idée. Et Powell, en plus Powell, c'est génial parce qu'il y a ce côté où le contrat est pas si cher que ça pour 26, enfin pour cette année, quoi. Du coup maintenant, tu peux éventuellement le prolonger. Je sais pas pour quel tarif, mais tu vois, Miami est un peu entre deux eaux actuellement, un peu en transition, j'ai envie de dire, entre deux projets, entre le projet Butler et le prochain. On sait que il y a des trades un peu dans l'air depuis des années, hein, mais on sait aussi que Giannis potentiellement dans pas longtemps, etc. Et il vient un peu se rajouter Powell dans ce côté. Il va aider sportivement. Et en plus, c'est encore un contrat de taille moyenne. Ils en ont pas mal des contrats comme ça, de type Wiggins qui a 28, Terry Rozier c'est un peu spécial, mais Powell qui a 20, etc., etc. J'en oublie bien sûr maintenant que en parlant, mais il y a aussi cette flexibilité en termes de trade, en termes de possibilités. Donc ça j'aime bien. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc je peux te lancer avec le 3e pick de cette draft des meilleures intersaisons de l'Est 2025. Tu sélectionnes. Tu m'as un peu embêté avec ton Miami parce que 2 et 3 je savais pas trop qui prendre, mais je vais prendre Atlanta, je pense. Atlanta. C'est avec eux que j'hésitais. Ouais. En fait, le topo il est simple, c'est que sportivement, sur ton propre gain sur l'année prochaine, t'as en gros quand même Porzingis qui a été récupéré pour pas grand chose. Alors il y a énormément de risques et on sait pas s'il pourra rejouer toute une saison régulière, on est d'accord, mais quand même je trouve ça intéressant parce que c'est un profil que t'avais pas. On en a beaucoup parlé, mais au final le spacing d'Atlanta était pas si génial, et vu que Snyder avait favorisé plutôt des profils défensifs comme Dyson Daniels, etc., ça manquait un peu de spacing. Donc potentiellement t'as quand même
limite le meilleur poste 5 en termes de spacing de NBA avec Karl Anthony Towns, quoi, en gros. Et puis surtout, t'as récupéré le meilleur choix entre Milwaukee et les Pelicans l'an prochain, quoi. Non protégé. Donc je trouve que tu t'es amélioré sportivement avec. Oui, t'as raison, j'ai oublié ça. Oui, t'as raison. En fait, ils auraient dû être premiers carrément. Ouais, potentiellement, ils auraient pu être premiers hein, avec Porzingis. Après, t'as aussi Luke Kennard et Nickeil Alexander-Walker qui sont venus, donc ça c'est pas mal. Et surtout, t'as ce pick qui potentiellement c'est un strike, quoi. Bah c'est peut-être le first pick, hein, en fait. C'est peut-être le first pick, peut-être même si t'as un pick top 3, c'est génial, quoi. Et récupérer, alors que de ce que j'ai lu à droite à gauche, en fait, eux, ils voulaient j'ai oublié son nom, bien sûr, le rookie qu'ils ont drafté en 22, qui était à Georgia en plus. Hassan Whiteside qui était à Georgia. Exactement, ils le voulaient. Donc, ils ont juste trade down pour prendre le joueur qu'ils voulaient. Et ils récupèrent un potentiel bingo. Ouais, effectivement, mea culpa, j'avais oublié ce pick. Sinon, ils auraient dû être deuxième, voire premier de ce classement, je pense. Parce que ouais, c'est vrai que dans l'intersaison globale, ce pick a une valeur incroyable. Et là, on vous renvoie vers ce qu'on a dit l'épisode d'avant sur les Pelicans. C'est pareil, mais à l'inverse, quoi. C'est les Pelicans ils font le pari, ils veulent monter de quelques places pour prendre Derrick Queen parce qu'ils sont amoureux du joueur, mais sauf qu'ils surpayent complètement. Et je te pose la même question que j'ai posée à Azad. On est d'accord que si les Pelicans offrent un pick protégé top 5, Atlanta accepte quand même. Oui. Je pense. Oui, enfin, je pense. Là, c'est un surpayage de folie, quoi. Donc ouais, non, mais t'as raison. Le first pick, j'ai oublié, donc mea culpa. Cela dit, pourquoi je l'avais un peu, mettons un peu le pic de côté. Moi, sur le recrutement en soi, je pense que dans la théorie, ça peut être génial. Je sais pas à quel point, tu vois, un Porzingis, moi, j'ai un peu nuancé par rapport à l'état de santé, en fait. De Porzingis, qui a un peu sa maladie virale, un peu bizarre, qui l'a privé de fin de saison, etc. Cela dit, si ça marche, c'est génial. Porzingis là-dedans, qui à mon avis peut totalement aider en défense en étant déployé off-ball comme il l'était à Boston. Donc plus forcément être le poste 5 sur le poste 5 comme à l'époque de Dallas, etc. Non, tu déployais off-ball avec en plus l'avantage que Jalen Johnson, qui est très costaud comme poste 4, peut prendre le pivot adverse et ça déploie un peu Porzingis loin du ballon. Donc ça c'est cool. Après, tu vois, donc nuance par rapport aux blessures, Porzingis et Luke Kennard. J'aime bien, j'adore, mais Luke Kennard, on sait que la défense est un peu limite, quoi, et que ça reste du limité pour du 20 minutes par match. Donc là-dessus, je nuance un peu, alors que je l'adore. Et du reste, Nickeil Alexander-Walker, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis totalement en retard, mais ok, c'est un 3&D très très cool. Mais tu vois ce que je veux dire, si au final tu te dis bon, Porzingis va être un peu blessé ou beaucoup blessé, Luke Kennard, bon, c'est sympa en sortie de banc, mais c'est gadget. À la fin, il te reste en termes d'arrivée un rookie 22e et un 3&D qui est très cool, hein, qui peut te faire 30 minutes, mais un 3&D, quoi. Donc au final, j'ai l'impression qu'il y a une grande variance en termes de résultats de cette intersaison entre d'un côté, il y a tout qui se passe bien et tout est génial. Porzingis joue, Nickeil Alexander-Walker a plus de ballons et se développe un peu là-dessus, mais etc. Ou de l'autre côté, le scénario plus pessimiste de Porzingis joue pas, Nickeil c'est juste un 3&D qui met des shoots et qui défend et c'est bien, mais c'est qu'un 3&D. Et puis Luke Kennard, il peut pas jouer les fins de match, il peut pas jouer plus de 20 minutes par match, etc. Donc c'est un peu l'idée pour moi. Cela dit, point positif, ils perdent pas grand-chose en termes de départ. Tu vois, typiquement Nickeil Alexander-Walker. Ils l'ont obtenu contre rien. Il a signé en free agent, quoi. Ça c'est quand même génial. Et Luke Kennard, je ne sais plus comment il arrive là. Free agent aussi, non, je crois. Et j'ai vu aussi du coup ce matin ou hier qu'ils ont tradé du coup Kobe Bufkin, mais en fait ils se sont créés une trade exception parce qu'il a été envoyé contre du cash, donc peut-être que c'est pas fini, enfin c'était un choix, je sais pas, 15-16, un truc comme ça, Kobe Bufkin. Ouais, le problème de Kobe Bufkin, c'est que je le trouve un peu tendre encore, moi. Ah ouais, un peu rosé, un peu saignant. Pam pam pam. Pardon. Mais ouais, non mais et du coup peut-être que c'est même pas fini cette intersaison, quoi. C'est possible aussi, ouais. Mais bon. Du coup, il y a Capella qui va chez les Rockets, mais bon, on avait bien senti que c'était la fin niveau état de santé, etc. Caris LeVert qui s'en va aussi aux Pistons, qui est arrivé dans le trade de Hunter il y a 3 mois avant, et il est déjà reparti, mais c'est pas très grave, je trouve, de le perdre. George Niang, pareil, qui était arrivé et qui est reparti déjà à Boston, échangé à Boston, et ensuite depuis échangé au Jazz, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, George Niang. Et puis
la perte, on va dire, c'est Terrence Mann. Oui, Terrence Mann. J'étais assez content de voir Terrence Mann à Atlanta pour un peu défenseur du point d'attaque, etc. Un connecteur aussi offensif. Bon, il y a pas trop de shoot, mais voilà. Cela dit, tu vois, la perte de Terrence Mann, finalement, tu le remplaces par un encore meilleur 3&D avec un shoot beaucoup plus viable. Nickel, Alexander Walker. Et en plus, tu les changes pour avoir potentiellement Porzingis. Donc c'est quand même très très bien, quoi. Donc ouais, ça plus le pic, en effet le pic non protégé des Pelicans, ouais, c'est quand même génial. Donc Atlanta numéro 3. Tu me dis, hein, si t'as des choses à rajouter, mais sinon je peux enchaîner avec mon pic numéro 4 et je ne sais pas où aller. Je ne sais pas du tout où aller parce qu'il y a des équipes qui font des trucs très bien et de l'autre côté des trucs très nuls. T'as des équipes qui font des trucs un peu moyens. Bon allez, allons sur celle-là. Tant pis, je fais un choix complètement. Je sais pas si c'est un reach pour toi. Je vais prendre Toronto. Est-ce que ça te choque? Oh waouh, un peu encore, mais je suis curieux du coup. Je suis curieux parce que Miami, tu m'as un peu convaincu, donc j'attends que j'attends que tu fasses de même sur les Raptors. Bah Toronto. En fait, il y a un ajout d'un mec qui est top 10 de draft. Voilà. Il y a aussi la re-signature de Jakob Poeltl qui a re-signé. Donc voilà. Et Brandon Ingram aussi qui a re-signé. Alors, petit rajout au montage très rapide, juste pour dire que la prolongation de Ingram s'est faite juste après son trade. Donc techniquement, c'est vrai qu'on n'est pas sur l'intersaison. Donc c'est pour ça que j'avais un peu Toronto aussi haut. J'avais un peu en tête qu'il y avait aussi Ingram en plus de Poeltl. Donc est-ce que vraiment ça doit compter dans l'intersaison? Techniquement non, je ne sais pas. Bref, je vous laisse avec Baptiste et Guillaume. Enfin, c'est moi du coup. Donc il y a ce côté où pour moi déjà ces ajouts, ou plutôt l'ajout d'un top 10 de draft avec Colin Murray-Boyles qui est quand même très cool, qui rentre je pense un peu dans l'esprit défensif et des schémas qu'on essaie de pratiquer là-bas. Donc ça j'aime bien. Et de l'autre côté, il y a aucune perte. Donc ça c'est bien aussi. Chris Boucher qui est le seul qui s'en va, mais c'est pas très grave. Donc en un sens, tu vois, il y a un côté où zéro négatif. En termes de positif, c'est un mec top 10 de draft, qui en plus me semble assez jeune, pourquoi pas. Enfin, une belle dynamique de progression depuis 2 ans, est-ce qu'on s'attend un peu plus de potentiel? C'est Murray-Boyles, hein, tu confirmes, c'est le mec polyvalence défensive, on s'attend un peu de jeu de main à main et de passing comme ça, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. C'est là où c'est un peu dommage, c'est que moi je l'adore toujours, hein, mais c'est là où cette draft 2025 a été cruelle, c'est que pour le coup Toronto sur le fit avec le coach, je trouve ça cool parce que il y a beaucoup de main à main et il est aussi assez massif, donc il pose de très bons écrans, etc. Mais sur le fit avec l'effectif, c'est-à-dire Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, j'ai un peu plus de mal parce que pour le coup il y a vraiment pas de shoot et ça part de très 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 loin, et même je trouve qu'il y a pas forcément, tu vois, de menaces de lob ou de choses comme ça. Donc bon, on verra, mais j'avoue que ça me fait un peu peur cette histoire. Bah, en fait, j'aime bien le côté ajout pur, ajout de talent pur top 10, un mec à potentiel, plus des re-signatures, et tu vois, un mec comme Poeltl, tu le re-signes, donc tu conserves un peu la valeur, soit pour le faire jouer, et je pense que c'est un mec un peu sous-estimé, Poeltl, en termes de défense, en termes de finition au panier, etc. Donc c'est un très bon joueur. Soit tu joues comme ça, alors certes, tu vas pas jouer le titre, hein, mais tu renforces ton équipe, soit sinon, il y a toujours ce jeu de la rétention de valeur, et que bah, tu l'as sous contrat. Si un jour tu veux le rééchanger, ça peut être très bien. Et en plus, signature bonus que j'aime bien, Sandro Mamouchkalashvili. Ouais. J'espère que je le dis bien. Mais voilà, on est d'accord qu'il y a d'autres équipes qui ont fait de plus gros ajouts, mais l'aspect ils n'ont rien perdu et c'est quasiment que du net positif. Je suis assez emballé, contrairement à d'autres, on pourra en parler, où bah, il y a des bons ajouts sans doute meilleurs, mais de l'autre côté il y a aussi des pertes. Donc je savais pas trop quoi en faire, quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve que dans le rôle, enfin dans le côté des équipes où il y a quasiment que des ajouts, il y en avait que je préférais aux Raptors, je pense. Ok. Mais après t'es un peu plus bas sur Colin Murray-Boyles, il me semble, non? Bah en fait c'est plus c'est plus que j'ai du mal à le voir comme un ajout de création offensive ou un ajout game changer défensivement. Ouais. Alors que, enfin oui, c'est un top 10 de draft, mais c'est pas son profil, quoi. Donc
Donc je sais pas trop. Pour moi, c'est un peu plus neutre. C'est un peu plus neutre comme ajout que certains autres. Mais bon. Et donc je peux te lancer avec le 5e pick. Tu sélectionnes. Ouais, du coup, j'hésite, mais je vais aller. En soi, je vais aller sur les Knicks, je pense. Ça peut paraître un peu original parce que pour moi, il y a quand même des gros défauts, mais en fait, c'est un peu le même argumentaire que pour Toronto, dans le sens où t'as perdu absolument personne de l'an dernier. T'as perdu absolument personne à part Precious Achiuwa, je crois, en gros. Et tu t'es renforcé avec Jordan Clarkson, Gershon Yabusele, Malcolm Brogdon et potentiellement, là j'ai vu qu'il y avait Garrison Matthews qui était en two-way. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que déjà, ça renforce son banc, on va dire, en quantitatif. Ça on est d'accord, même si je suis pas forcément ultra fan de Jordan Clarkson et Gershon Yabusele. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà t'as t'as peut-être 10%, mais ça reste 10% de chance que Malcolm Brogdon retrouve un bon niveau, et là c'est vraiment une énorme recrue au minimum. Et surtout, en fait, le fait de signer beaucoup de joueurs, pour moi, ça déverrouille complètement un potentiel trade. Typiquement, Tyler Coley qui est pas comme Dadier, je suis pas sûr qu'il fasse toute la saison à New York, parce que vu que t'as plus de profondeur sur les ailes et sur le backcourt, en fait, tu peux assembler certains de tes joueurs pour en faire un trade pour potentiellement te renforcer. Donc en fait, pour moi, tu t'es un peu créé une potentialité de trade, et surtout t'as encore une fois, pour moi, c'est un peu le côté où t'as rien perdu, et ce qui est cool aussi quand même, mais ça faut le dire, c'est que t'as quand même potentiellement amélioré ton spacing, quoi. Oui. Alors après, là où j'avais un peu des doutes, moi, sur les Knicks, j'entends à quel point vraiment, tu vois, les ajouts de Clarkson et Gershon Yabusele, ils vont t'aider en playoff. C'est un peu ma nuance, et je pense qu'en régulière, oui, c'est très cool. Comme tu dis, ça ajoute un peu de numériquement, il y a des bons joueurs en plus, mais tu vois, le manque de défense de Clarkson et pareil, la viabilité défensive de Yabusele, je me pose un peu la question, et comme il y a un peu, je pense, quand ça peut être soit l'année des Cavs, soit l'année des Knicks, avec Boston blessé, Indiana blessé, etc. Je trouve pas que ce soit des ajouts incroyables, en tout cas point d'interrogation de ce point de vue-là. Et pareil de l'autre côté, Brogdon, moi j'adore le joueur, vraiment, mais sauf que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu, quoi. Donc là encore, je mets aussi un point d'interrogation. Je peux entendre que si quelqu'un voit ça avec un prisme plus optimiste, oui, ça passe largement devant Toronto, notamment dans des intersaisons comme ça. Mais voilà, ça, tu vois, c'est un peu mes nuances, c'est quid de la défense ou quid du niveau de jeu, en fait, avec Brogdon, qui dans la théorie j'aime bien, mais qu'est-ce qu'on aura pour de vrai, quoi. Ouais, mais je suis d'accord que les ajouts, on va dire que, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, enfin, mais t'avais des lacunes, et au lieu de contrebalancer, on va dire, avec des recrues qui viennent un peu, seraient peut-être plus des profils défensifs ou des choses comme ça, t'es allé encore plus loin dans le côté, on a des liabilities, allez, on en ramène 2 autres, et puis et puis on verra. Mais d'un autre côté, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, si tu m'avais dit ça avant l'intersaison, t'avais tellement peu de marge parce que t'étais déjà dans la taxe et t'avais pas de pic de draft, que de ce point de vue-là, je trouve ça quand même assez cool. Après, je suis d'accord que c'est beaucoup moins des signatures sur la pure valeur des joueurs, beaucoup moins game changer que un Desmond Bane, ou même potentiellement un Porzingis, ou des choses comme ça, quoi. Ouais, et puis c'est pas pareil, quoi. Tu vois, Toronto, il y a un aspect de flexibilité de cap, de rétention de valeur, mais sur des gros moves, quoi. Avec des gros contrats que tu sécurises, que tu peux rééchanger, etc. Là, les Knicks, on est un peu sur du financier à plus petite échelle, hein. C'est, voilà, les gros contrats sont déjà là. C'est plus, on fait tel petit ajout, tel petit ajout. Mais c'est vrai aussi que si Yabusele, ça marche un peu comme l'an passé, c'est génial. Mais tu vois, l'an passé, à quel point est-ce qu'il a pas fait une top saison avec beaucoup de minutes, parce que Embiid était blessé, donc du coup le poste était un peu libre, et que en plus les Sixers jouaient pas grand chose. C'est un peu mon doute, mais ok. Et donc c'est à moi de drafter avec mon choix numéro 6. Où vais-je partir? J'hésite entre deux.
J'hésite entre plein en fait. Et pour moi, il y a un chapeau Orlando et un chapeau avec tout le monde un peu mélangé, donc je sais pas trop comment comment différencier tout ça. Je vais prendre Brooklyn. Est-ce que je te choque encore une fois ou pas? Encore une fois, alors là, mais c'est assez marrant parce que pour de vrai, j'avais pas, je te jure, j'avais pas du tout ces pics-là en tête, quoi. Alors Brooklyn, je pense que c'est très, j'oublie toujours le nom, mais le mot, pardon, mais ça fait débat, quoi. C'est soit polarisé, très polarisé, voilà, c'est très polarisé. Ouais. Soit t'adores, soit tu es très sceptique. Donc, je t'écoute. L'idée, c'est que j'ai un peu envie de défendre, moi, la draft, notamment. Et l'aspect de, oui, ils ont drafté 4 meneurs de jeu, ils sont ridicules. Alors, 4 meneurs, Denim, qui est un meneur, Traoré, qui est un porteur de balle aussi, qui a c'est Ben Saraf aussi, et puis Danny Wolf, qui est un, entre guillemets, meneur, mais non, en fait, c'est un pivot qui porte la balle, quoi. Déjà, je vais un peu défendre cette idée, parce que, en fait, c'est pas un mal, quoi. Quand on connaît le taux de réussite réel à la draft, c'est pas comme si chaque joueur que tu draftais devient un bon joueur ensuite. Donc en fait, plus tu vas multiplier si tu lances le dé 10 fois, t'as plus de chances de faire un 6 que si tu lances le dé une seule fois, tu vois. Donc moi, ça ne mange pas du tout. Surtout, en plus, dans la NBA actuelle, où plus tu as de porteurs de balles, mieux c'est, hein, au passage. Je sais pas si vous avez vu les finales NBA ou le run d'Indiana en playoff, au passage, mais non, mais voilà. Il y a ce côté-ci. Il y a le côté gros risque, mais si ça paye un Igor Denim, ça peut être cool, avec un passeur de très grande taille. J'aime aussi beaucoup Danny Wolf, etc., etc. Plus, également, Terrence Mann, que tu vas choper pour pas grand chose. Je crois qu'il y a un pic qui part c'est le deal en triangle Atlanta, Brooklyn et Boston, hein. Dans ce deal de Porzingis, il récupère Terrence Mann. Donc, pour rien, hein, pour pas grand chose, tu récupères un plutôt bon joueur NBA que tu pourras ensuite, je pense, revendre à la deadline. Plus également Michael Porter Jr. Et ça, quid de comment est-ce qu'on le juge, ce truc-là? C'est vrai que moi je suis quand même plutôt du côté optimiste, où j'aime quand même beaucoup Porter Junior. Je sais qu'il est beaucoup payé, mais je pense que c'est un mec qui peut, moi je m'attends pas à ce que voilà il fasse 4 saisons à Brooklyn, il soit meilleur scoreur de NBA, etc., avec plein de ballons. Donc, je pense que c'est un peu exagéré, mais j'aime bien ce côté où tu pourras potentiellement le revendre ailleurs, quoi. C'est cher, oui, d'accord, mais soit ça aide un peu les jeunes à grandir, parce que tiens, quand Gordon Hayward il fait un pick and roll ou il fait un kick out et il y a Porter qui met le 3 points, c'est quand même mieux pour développer tout ça, où il y a juste un bon spacing. Et puis même, t'as récupéré un contrat que tu peux rééchanger, quoi. Et ça, j'aime bien. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai donné pas mal de valeur à Toronto sur ce côté rétention de valeur et future trade, flexibilité. Pareil pour Miami, pareil là pour Brooklyn. Donc, le combo, on va dire, de plein de petits jeunes qui vont tous se battre, et à la fin, si t'en as un ou deux sur les 4 ou 5 qui sont un bon joueur NBA, c'est déjà une réussite, en fait. Et c'est le but de l'opération. Et de l'autre côté, Michael Porter Jr. aussi qui me plaît. La nuance qu'on pourrait mettre, et je peux l'entendre, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre Cam Johnson pour plus cher, peut-être. C'est ça que les gens se posent comme question. Après, ça dit, s'il est parti pour ça, c'est qu'il n'y avait peut-être pas forcément beaucoup de meilleures offres, tu vois. C'est pas comme s'il y avait non plus OKC qui était venu avec 4 pics. Je pense que cette offre n'existait pas, en fait. Et j'ai juste une question, je sais pas si tu l'as, mais Cam Johnson, il avait quoi comme contrat? Parce que si je dis pas de bêtises, c'était sans doute plus court que Michael Porter Jr. Et du coup, t'as un peu transformé un contrat court en un contrat long, quoi. Tu t'es donné un peu de temps. Exactement. Il était 2 ans à 20 millions et 22 millions, transformé sur Michael Porter Jr. qui a un contrat plus cher mais plus long, il me semble. Donc ouais. Ouais, mais non, je suis d'accord, moi, sur. En fait, il y a un truc, c'est aussi que ton porteur de balle, ça reste aussi, en théorie, ta pièce la plus importante de ton équipe, quoi. Donc autant, de toute façon, t'allais pas être compétitif cette année, donc autant multiplier les choix là-dessus et les probabilités là-dessus, quoi. Donc ça, je suis d'accord, j'aime bien. Après, c'est plus les profils, je sais pas trop. Bon, je demande à voir, mais c'est. Ouais, je sais pas trop. J'avoue que moi, ça m'a moins transporté que, en tout cas, les joueurs pris à la draft, plus que la stratégie, m'ont moins transporté, on va dire ça comme ça. Et après, bon, Michael Porter Jr., c'est vrai que t'as ce côté, vraiment, prolongation de l'asset, quoi, qui est intéressant, mais alors juste pour dire, non, en fait, il a que 2 ans de contrat, MPJ. J'ai vérifié. Il me semblait qu'il en avait 3 ou 4, mais en fait, il a que 2. Mais non, juste pour dire, ce que j'aime bien aussi, c'est cet aspect qu'on a vu avec, c'est qui le champion Baptiste en 2025? Champion NBA?
C'est les Knicks? Ah non, pardon, c'est OKC. OKC. Bon, qu'est-ce que OKC a fait en 2021, 22, un peu 23? On est nul. On optimise le salary cap. Comment? Vu on est nul, on n'a pas de bons joueurs qui sont bien payés, donc on va encaisser des gros contrats et pour ce faire, on accepte des pics en retour. C'est un peu l'idée de ton cap, il te sert à rien vu que t'es pas compétitif. Donc venez, on va servir de troisième équipe dans le trade ou juste là pour faire des salary dump. On accepte les contrats, nous y a pas de problème, on peut les prendre. Par contre, vous nous payez une taxe, genre un pic ou deux pour encaisser ça. Bon, OKC a fait ça il y a 2-3 ans, ça a bien marché, hein, notamment contrat de Hallerford, hop, on récupère un pic, contrat de salary dump aussi de Kemba Walker, non, je crois aussi, hop, on récupère un pic, etc., etc. Là, Brooklyn fait ça. Brooklyn, oui, on prend Michael Porter, pas de souci, soit on pourra le revendre, ou soit il va nous aider à faire grandir les jeunes, mais en plus, on prend un choix 2032 de Denver. Donc c'est quand même bien de récupérer un peu un pic là-dedans. Tu vois, c'est pas un échange sec. C'est un salary dump aussi, et donc on récupère un peu un pic que Denver a dû concéder. Et puis de l'autre côté, bon, le perte de D'Angelo Russell, on s'en fiche un peu. Et je rajoute aussi, moi j'aime bien Day'Ron Sharpe qui vient d'être re-signé aussi, le pivot Day'Ron Sharpe. Un petit bémol juste à dire, c'est que Cam Thomas du coup a pris la restricted, la qualifying, l'offre, la qualifying offer, merci, et que du coup potentiellement t'as un de tes jeunes qui est unrestricted free agent l'été prochain, quoi. C'est vrai. Ça, ouais. C'est un peu dommage. Disons que s'ils avaient réussi à prolonger Cam Thomas, ils auraient été plus haut pour moi dans le classement. Ça aurait été vraiment un super été. Mais le truc, c'est comme tu dis, c'est qu'en fait là, t'es presque sûr de le perdre. Parce qu'en fait, quand tu prends la qualifying offer, c'est-à-dire que normalement les contrats de rookie c'est 4 ans, tu as une 5e année qui t'est proposée si tu n'arrives pas à te mettre d'accord, c'est en free agency, etc. Mais la 5e année, grosso modo, c'est petit salaire et tu ne peux pas être échangé. Et en plus, à la fin de cette 5e année, tu es unrestricted. Donc à la fin de la 4e, tu es restricted. Brooklyn aurait pu s'aligner sur toute offre, sauf que il y a eu aucune offre et que à la fin de la 5e, il sera unrestricted. Il pourra partir et Brooklyn ne pourra pas le retenir s'ils le veulent. Bon, dans ces cas-là, en général, le mec se barre. Hein. Quand un an avant, la franchise ne lui a pas offert de contrat et qu'il est unrestricted en année numéro 5, il se barre. Voilà, c'est un peu, ça paraît assez logique pour le coup. Donc c'est le bémol. En effet, cela dit, à quel point je te retourne la nuance, à quel point c'est pas bien qu'il n'ait pas surpayé un Cam Thomas juste pour le garder et après t'aurais pas pu le rééchanger, tu vois. Oui, bah un peu, je sais pas, par exemple Jalen Suggs, quoi. Genre surpayer un petit peu pour être sûr de le garder et après peut-être qu'il va un peu gêner tes finances. Non, mais c'est vrai. Mais justement, est-ce qu'il y avait pas moyen avec ce marché un peu sec, voire très sec, de trouver un accord un peu à l'amiable qui arrangeait les deux parties et t'arriver justement à l'avoir un peu moins cher sans qu'il y ait une méga offre sur laquelle t'es obligé de t'aligner, type Otto Porter Junior à l'époque, quoi. C'est ça, ouais. Bah, je pense qu'une option qui aurait été intéressante, c'est un gros contrat, mais sur 2 ans. Court. Et avec une deuxième année en player option. Mais bon, bref, restons dans là. Une Jalen Green. Ouais, et encore que Jalen Green, tu vois, il y a quand même ce côté où il a pu être échangé derrière. Mais là, Cam Thomas, je pense qu'il a pas accepté parce que je pense que les offres ont été faites, mais Cam Thomas veut rentrer en free agency. Il veut pas signer un gros contrat et ensuite qu'il se fasse échanger là où il veut pas. Je pense qu'il veut un peu soit un méga contrat sur long terme, soit sinon, bah non, vous me laissez aller où je veux, quoi. Mais il va pas signer un contrat de 3 ans, je pense pas, pour juste se faire échanger et perdre 3 ans dans sa vision, je veux dire. Mais ok. Donc voilà pour mon pick, encore un pick bizarre aujourd'hui. Et donc avec le 7e pick, tu sélectionnes. Alors là, du coup, c'est un peu ma hot take. Je vais peut-être te surprendre, mais si je vais prendre les Hornets. Ouais, j'ai hésité un peu sur ma shortlist, ouais. Je vais prendre les Hornets, qu'honnêtement, j'aurais pu prendre plus haut. Parce que en fait, si tu fais un peu la liste des besoins, on va dire, purement sportifs de l'été, t'étais une équipe avec un des pires spacing de NBA, je pense que on est d'accord là-dessus, encore plus quand en plus LaMelo Ball a pas joué énormément et Brandon Miller s'est blessé, même si Brandon Miller... On peut même dire un des pires niveaux de talent pur, hein, tout simplement. Pas que spacing, mais même talent pur, il y avait rien, quoi. Et là, tu ramènes Colin Sexton contre rien, concrètement, contre quasiment rien. C'est quoi? C'est un Youssouf Nourkic et un second pick, c'est ça, un second tour? Con Knuppel, qui est du coup, on va dire, un très bon shooter, mais qui en plus
et un peu un créateur sur pick and roll dont les gens ne parlaient pas parce que peut-être le stéréotype du shooter en mouvement, pas très athlétique. Liam McNeely qui a pas très bien shooté à UConn, mais parce qu'il prenait énormément de pull-up, mais qui restait un lycéen très très bien coté parce que c'était un shooter. Et donc en fait juste ces trois-là, bah t'as trois joueurs qui viennent augmenter ton niveau de talent pur et ton spacing de manière assez immédiate. En plus, t'avais aussi aucun créateur quand il y avait pas la Melo Ball. Je crois que j'avais regardé, c'était la pire équipe sur pick and roll ball handler l'année dernière, alors que la Melo Ball lui-même est 65e centile, un truc comme ça. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que personne ne savait jouer de pick and roll à part la Melo Ball. Là, tu rajoutes Colin Sexton qui est plutôt très bon là-dessus, et Con Knuppel, on verra. Mais s'il a été drafté haut, c'est aussi un peu pour ça. Et en fait, aussi, bah, ce que j'ai regardé, c'est que Charlotte aime bien jouer, en fait, leur pick and roll avec des petits en poseur d'écran. Ouais. J'ai un peu fouillé et c'est un peu un pattern que j'ai trouvé. Et là, bah, Colin Sexton au Jazz, c'était exactement ce qu'il faisait, ou c'est un peu ça qu'il a développé sous Will Hardy. Con Knuppel, il le faisait pas mal avec Cooper Flag. Et finalement, je trouve que, bah, du coup, en termes de fit sportif, augmentation du talent pur contre pas grand chose et comment dire, ce que t'as perdu pas grand chose, quoi, pardon. Bah, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça très cool, quoi. Oui, je les avais un peu sur ma shortlist avec Toronto, Brooklyn, etc. Ce que j'aime bien, c'est bonus Con Knuppel, talent top 5 que tu prends pour rien. Et en plus, McNeely, qui était attendu plus haut et qui tombe 29-30, hein, je crois. Ouais. Donc c'est un méga bonus. J'aime bien, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as dit, mais Treman, qui a été re-signé également, pour pas si cher que ça, je crois, 10-15 millions l'année. La nuance que j'aurais, en tout cas, le truc où je me pose un peu la question, c'est, est-ce que tu vas arriver à tous les faire un peu exister, tous ces joueurs-là en même temps? Parce que tu vois, on parle pas de Brooklyn où t'as un Gordon Hayward, mais ensuite t'as un Danny Wolf qui est un pivot plutôt, ou en tout cas un big qui peut être off-ball, qui peut shooter, bref. Là, ça fait quand même beaucoup, mais bon, c'est un peu des problèmes de, pareil, un même raison. de riche. Bah, ou de riche, je sais pas, avec Charlotte, je sais pas, mais non, mais voilà, même raisonnement qu'avec Brooklyn, c'est, tu lances tout ça et tu vois qu'est-ce qui accroche, quoi. Tu vois qu'est-ce qui marche. Mais oui, et de l'autre côté, comment est-ce que tu juges la perte de Mark Williams, pour le coup? Parce que moi, j'étais pas hyper fan du joueur, mais bon, bah, tu le perds contre quoi? Il y a un pic de draft, il me semble, Contre Liam McNeely, du coup. C'est le pic 29 qui se transforme en McNeely. Bon, tu me diras, peut-être que la cote était redescendue par rapport à cause de... Oui. mais ouais, peut-être que la vérité, la vraie cote était entre les deux. C'est-à-dire que, bah non, le mec qui part pour un pic nul en juin, ah bah oui, peut-être il valait pas un pic non protégé des Lakers à l'époque. À l'époque, on l'avait dit. Mais peut-être que sa vraie cote était un peu au milieu, mais que l'affaire de février avait un peu fait baisser tout ça. Mais bon, je sais pas. Moi, j'étais pas fan, hein. J'étais pas très fan. Je trouve qu'on abandonne quand même un peu tout le projet, surtout pour une équipe comme Charlotte qui n'a pas d'urgence, quoi, non? Ouais, oui, c'est un peu, on va dire excessif, quoi. C'est une réaction excessive dans le sens où, là vraiment, c'est presque comme si tu le salary dump, quoi. C'est un peu ça. Après, je pense que c'est aussi un joueur qui a eu beaucoup de blessures, mine de rien aussi, sur ses premières saisons, et qui collait pas forcément dans l'identité que voulait Charlie. En fait, je pense que Charlie n'en voulait plus forcément, en fait. Et il préfère un joueur un peu plus de switch comme Moussa Diabaté, ou peut-être jouer un peu plus small ball. On verra, mais je pense qu'il y a aussi une demande du coach en plus du dossier médical. Donc il y a aussi peut-être ce truc de je cash out le peu de valeur qu'il a encore avant qu'il en soit trop tard, quoi. Je suis d'accord. Donc c'est à moi avec le pick numéro 8, c'est ça? Pick numéro 8, je vais prendre les Washington Wizards. Encore un pic complètement délirant de ma part. Non, en fait, pour expliquer, il y a des équipes, je veux pas y aller. Je veux pas aller sur ces équipes-là parce qu'il y a trop de malus. Donc pour l'instant, je veux pas y aller. Bon, les Wizards, pour le résumer très simplement, les Wizards ont fait un ménage incroyable. Je vais te dire combien ils auront de contrats sous le salary cap l'été prochain. À peu près projeté 58.
de millions de dollars pour l'été prochain, pour la saison 27, pas 26, hein, mais pour celle d'encore après. Ils n'auront que 58 millions de salaires, sachant que dans les 58, tu vois, il y a 14 qui appartiennent à Corey Kispert, qui à mon avis va se faire échanger. Et donc, en fait, le salary cap sera à quoi? 150, 160 à peu près, et ils auront autour de un peu plus de 40 de masse salariale active. Voilà, on est sur un nettoyage complet. Alors c'est pas nettoyer pour nettoyer, hein. C'est pas on veut payer personne parce qu'on est nul. Déjà, on a une grosse free agency qui arrive l'été prochain. Donc eux, ils auront des tonnes de cap. Le doute que tu peux m'apporter, c'est la nuance, c'est ouais mais t'es gentil, mais qui va vouloir signer là-bas? Je sais pas, mais peut-être que si tu vois il y a tel ou tel talent à relancer, tel ou tel talent qui arrive en free agency, qui est pas mal, tu veux prendre des paris, tu peux le faire parce que tu auras le cap et tu pourras proposer de l'argent. Ou deuxièmement, tu te positionnes aussi dans une situation où, en fait, voilà ce qu'on a dit avec Brooklyn, ce qu'a fait OKC, bah les gars, nous on a plein de caps, envoyez-nous si vous voulez vos contrats boulés, et par contre, donnez-nous aussi des pics qui vont avec. Je dis n'importe quoi. Mais imagine que l'an prochain, Denver veut faire péter, Denver veut aller chercher un tel ou un tel, et que, bah mince, Jamal Murray, on n'arrive pas à s'en servir, on sait pas où le mettre. Bah tiens, Washington, prenez Jamal Murray, prenez ce pic, ou même 2 pics, et puis merci pour la flexibilité, quoi. Et je pense que Washington, ils sont au tout début du projet, avec Alex Sarr, qui cette année était rookie, Bilal Coulibaly, qui était deuxième année, Ben Carrington, comment il s'appelle, le défenseur, Keyshawn George aussi. Bref, il y a aussi des nouveaux qui sont arrivés, on va en parler. Mais le projet est très jeune. Tu as échangé pour McCollum, qui est en fin de contrat, qui va peut-être même pas rester. Tu as échangé pour Smart, dont tu as racheté le contrat. Donc hop, ça dégage aussi du salary cap. Tu as fait aussi Middleton il y a quelques mois contre Kuzma, mais pareil, il a pris son option, mais soit il va finir l'année et puis partir, soit sinon même carrément être racheté en buyout ou échangé en février, je pense. Donc en fait, tu as ce grand ménage qui est fait, où tu te positionnes pour la free agency 2026, l'an prochain, qui peut être intéressante, ou juste pour encaisser des contrats et accumuler des assets, comme OKC l'a fait, comme plein d'équipes de tanking le font, comme les Sixers de Sam Hinkie. Donc c'est bien, parce que début de projet, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, je rajoute aussi en bonus le fait que tu as récupéré Trey Johnson à la draft. Bon, c'est un talent imparfait, plutôt un meneur de pull-up que de drive pour l'instant, mais bon, c'est quand même pas mal comme ajout pur, on va dire. Donc ça c'est bien. Et également, ils sont allés chercher un Cam Whitmore. Et Cam Whitmore, c'est un peu un bonus qui tombe de nulle part, quoi. C'est contre rien pour le coup. Aussi, c'est un second tour de draft, je crois. Mais oui, ce que je trouve ouf avec eux, c'est en fait à quel point ils se mettent dans une bonne position pour l'avenir, quoi. C'est pas tant à aujourd'hui que c'est intéressant, comme t'as dit, mais plus pour l'été prochain, pour cette saison, et même, tu vois, dans ce truc où tu pourras mettre des méga contrats et un peu forcer des équipes à s'aligner ou à ne pas s'aligner. Et j'ai l'impression que le contrat max est un peu plus difficile à obtenir qu'avant, et donc t'as peut-être des équipes qui vont beaucoup plus hésiter à s'aligner ou à ne pas s'aligner, justement, et Washington du coup pourra être agressif là-dessus, et ça je trouve ça très intéressant, quoi. C'est qui les mecs de la draft 2022? Ce seront eux qui vont être arrivés en restricted free agency en 26, donc. Mais je crois qu'il y en a pas mal qui ont prolongé déjà. Donc Williams a prolongé, Banchero a prolongé, Jabari Smith a prolongé, Chet a prolongé. Mais tu vois, si tu veux embêter Portland, tu mets un contrat pour Shaedon Sharpe, toi tu mets un contrat pour Keegan Murray, etc. Et tu les forces soit à s'aligner, soit tu les récupères, quoi. Jaden Ivey, ouais. Ivey, ouais, t'as raison. Ouais, bah complètement. Et puis même pour des joueurs, t'as dit un peu qui va vouloir venir jouer à Washington. Je pense que on sous-estime un peu parfois le pouvoir de l'argent, en fait. 90% les gens choisissent l'argent et les joueurs choisissent l'argent, et ça se comprend. Et donc en fait, bah si c'est Washington qui fait la meilleure offre, peut-être qu'il y en a qui vont y réfléchir, hein, à aller s'enterrer ou ne pas s'enterrer à Washington. J'en rajoute non, Max Christie, c'est un contrat non, c'est pas pareil, mais on a Peyton Watson aussi, premier tour 2022, qui va arriver en restricted. Ça, tu peux largement embêter Denver en mettant un gros contrat. Gros, pas maximum, hein, mais voilà. Pour le shipper, pareil pour Tari Eason, côté Rockets, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas été prolongé de manière anticipée, donc il sera restricted l'été prochain. Les Rockets pourraient s'aligner, hein, mais tu peux au moins te mettre sur plein de dossiers, voire même, sans même en parler de pourquoi pas aller recruter encore plus gros que juste
des restricted free agents. Là, tu vois, on a vu que la restricted free agency 2025 là, bon bah Kuminga, Josh Giddey, Cam Thomas, c'est plein de gens que personne voulait, enfin des profils un peu trop à compromis, un peu trop imparfaits, et personne n'avait d'argent. Donc le marché des restricted a été complètement bouché. D'ailleurs, au passage, c'est pas réglé, hein, Quentin Grimes. On est d'accord, hein, toujours pas. Ouais. Non. Donc voilà. Donc ok. Mais ouais, l'an prochain, tu peux aussi juste ne pas aller que sur des petits jeunes, mais aller chercher pourquoi pas un peu de compétences ou voilà, des free agents d'un niveau au-dessus, je veux dire. Mais voilà, je veux récompenser le côté flexibilité, soit pour signer des mecs, soit pour encaisser des gros contrats. Et donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Niveau perte, cela dit, on peut quand même dire qu'ils ont perdu Jordan Poole, que j'adore, hein, bien sûr. Je suis pas sûr qu'ils auraient pu en tirer plus qu'un contrat finissant de McCollum, tu vois. Je pense pas que la cote sur le marché était à ce point grande. C'est dommage d'avoir aussi perdu Saddiq Bey, de mettre ça dans la balance. Mais je sais plus s'il récupère un pic d'ailleurs dans cette histoire avec les Pelicans, puisque les Pelicans ils distribuent des pics à tout le monde de manière un peu ça distribue, hein, donc j'essaie d'aller vérifier en même temps, et il me semble qu'ils ont chopé un peu du pic dans l'histoire, donc ok. Donc Washington numéro 8 pour moi. Je peux te lancer, quel est ton 9e pick pour cette draft des meilleures intersaisons de l'Est 2025? Là, c'est là où, oui, et je pense qu'on va être obligé d'y aller, de mettre les mains dans le cambouis, d'aller sur les équipes les pieds dans le plat, les équipes dont on n'a pas envie de parler. Et alors là, qui est-ce que je vais choisir? Eux, je pourrais pas les choisir. Je peux pas les choisir, donc, je vais prendre, allez, je sais pas. Je vais prendre les Pistons. Les Détroit Pistons, donc choix numéro 9, je t'en prie. Les Pistons, en fait, c'est on va dire simple, mais Duncan Robinson, quoi. En gros, t'as gardé le même groupe que l'an dernier, et t'as rajouté Caris LeVert et Duncan Robinson. Alors, pas tout à fait, parce que t'as perdu Tim Hardaway Jr., donc ça et Dennis Schroeder, ça c'est un peu embêtant, mais bon, Tim Hardaway Jr., moi ça me dérange pas de le perdre. Et après il y a l'affaire Malik Beasley, donc on ne sait pas trop où ça en est, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu compliqués à choisir, parce que en fait ce qui avait fait leur force l'an dernier, c'est la restructuration, on va dire, du spacing. Et là, dans l'intersaison, tu perds Tim Hardaway Jr. et potentiellement Malik Beasley. Mais si finalement Malik Beasley revient, bah pour moi, transformer Tim Hardaway Jr. en Duncan Robinson, c'est quand même un bel ajout. Après, t'as le cas Schroeder, mais peut-être que numériquement, tu vas donner un peu la création que t'avais à Schroeder à Jaden Ivey qui revient de blessure, parce que les deux n'ont jamais vraiment joué ensemble. Et donc, moi je trouve quand même que l'ajout Duncan Robinson, c'est quand même plus que Malik Beasley et Tim Hardaway Jr., dans le sens où, bah, ok, il a le shoot en mouvement, donc t'as des sets que tu vas pouvoir refaire recalquer pour lui, mais le truc, c'est que t'as le passing, quoi. T'as vraiment le côté passing que t'avais pas, et dans ce côté main à main que Détroit aimait bien faire en régulière, bah, je trouve ça quand même chouette, quoi. Mais pour expliciter, les sets sorties d'écran avec Malik Beasley ou Tim Hardaway Jr., en sortie d'écran, quand il y avait une prise à deux pour empêcher le shoot, bah à l'époque il y avait pas trop de passes, alors que si tu fais une prise à deux en sortie d'écran sur un mec comme Robinson, il peut passer par-dessus. Donc ça c'est quand même la grande différence, je suis d'accord. Cela dit, bon, l'ajout est très cool, hein, moi je l'adore. D'ailleurs, au final, je sais pas pourquoi Miami l'a pas trop utilisé cette saison, c'était un peu le grand mystère, mais bon, le temps de jeu fluctuant depuis 2-3 ans à Miami. Mais l'ajout est très cool. Cela dit, par ailleurs, tu vois, moi l'ajout de Caris LeVert, bon, ok, mais je suis pas emballé non plus. C'est devenu un bon défenseur, mais l'attaque est pas géniale. Paul Reed re-signé aussi, ça me convainc pas non plus des masses. Et de l'autre côté, tu perds non seulement Schroeder, qui était un élément intéressant, mais également Fontecchio. C'est là où Miami est fort, ils sont arrivés à faire un sign and trade et pas juste te laisser partir en free agency. Ils sont allés gratter un Fontecchio, donc bon, c'est pas non plus égal, hein, mais ça vient un peu équilibrer la balance. Ce côté, tu perds Schroeder, qui était un bon élément, tu perds Fontecchio, et tu perds aussi Malik Beasley, comme tu dis, tu perds Tim Hardaway Jr. pour le seul ajout de Robinson, qui est très cool en soi.
Mais voilà pourquoi moi j'étais un peu plus bas que sur le prisme un peu plus général que seulement ah tiens, Robinson arrive à Détroit, quoi. Ouais, mais ouais, je comprends. Là, on est dans un truc où c'est la balance, elle commence peut-être à pencher de l'autre côté, mais je trouve que Duncan Robinson, c'est quand même enfin, c'est à ce point une upgrade, je trouve, par rapport à ce qu'ils avaient avant, que pour moi, c'est le reste Fontecchio, c'est un peu plus secondaire comparé à Duncan Robinson, quoi. Effectivement. Bon, cela dit, ils sont bien retombés sur leurs pieds avec Robinson, parce que Malik Beasley, l'affaire qui éclate, etc. C'est un peu. Ça partait mal. Hein. Ouais, c'était le mauvais timing. Donc là, tu remplaces par en plus un mec un peu meilleur. Tant mieux. Et donc c'est à moi. Je vais partir. Alors j'hésite entre deux. Et les deux, principalement, ils ont fait un échange entre eux. Allez, je vais partir sur les Chicago Bulls. Je draft que des équipes nulles aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils. Je récompense. Mais bon, j'expliquerai aussi par la suite. Parenthèse, si Grimes re-signe aux Sixers, je pense que les Sixers, je les draft top 3, mais on en parlera à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est pas fait, nous, au 16 septembre, quand on enregistre. Donc Chicago, pourquoi ? Parce que j'hésite aussi avec Cleveland, mais j'ai pris Chicago parce que tu profites de la cote de Lonzo Ball, qui était quand même très souvent blessé, malheureusement, on pleure tous, mais pour avoir Isaac Okoro, j'avoue que j'aime bien. J'aime beaucoup Okoro, qui ne pouvait plus jouer autant à Cleveland, parce que il y a quand même deux autres bigs sur le terrain, deux autres intérieurs qui avaient pas de shoot, donc c'était problématique, mais j'avoue que moi je suis un très grand fan de Okoro. Non seulement la défense est d'élite au terme de points d'attaque, et au niveau offensif également, tu vois, c'est un connecteur, quoi. C'est pas pour rien qu'il s'est fait drafter aussi tôt, alors qu'il n'y avait pas trop de shoot ou de drive. C'est qu'il y a un passing, il y a des décisions en mouvement, du cut, etc. Et donc, bon, je te vends pas le free agent de l'année, on est d'accord, mais juste, tu transformes un joueur qui jouait plus chez toi depuis 2, 3, 4 ans, je sais même plus tellement ça fait longtemps, tu le transformes sur ce que j'appelle moi une deuxième draft. Tu vas essayer de relancer un jeune qui a été drafté il y a 4-5 ans, et tu le relances, un très haut choix de draft il y a 4-5 ans. Voilà, deuxième draft, j'aime bien ce côté pari. En plus, t'as pas d'urgence, tu reconstruis depuis t'es à l'étape 0, carrément, les Bulls, on est tout en bas, on commence à peine à reconstruire, donc le pari est intéressant, et il te coûte rien, littéralement, parce que je pense pas que tu aurais pu avoir des pics pour Lonzo Ball. De l'autre côté, tu re-signes également Trey Jones, ce que j'aime bien aussi, tu l'as récupéré dans le trade de Fox, l'an dernier, Fox Lavine, le trade en triangle entre Spurs, Kings et Chicago Bulls, pardon. Moi j'aime bien Trey Jones aussi, donc un peu plus haut que la moyenne, c'est tant mieux. Et en plus, c'est aussi ça le dernier point, c'est que t'as un bonus, c'est Noah Essengue, un très haut choix de draft que tu récupères également, qui ne te coûte rien. Donc c'est comme ça que j'argumente un peu, c'est-à-dire transformer Lonzo Ball en un pari qui peut être très intéressant dans un projet de jeune, plus la draft de Essengue, un talent pur très jeune. C'est un peu pourquoi je les mets là. Ouais, bah moi je t'avoue que c'est un peu l'équipe. C'est neutre, on va dire. Quoi en faire, quoi. C'est très très neutre, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est limite, allez, c'est un tout petit peu positif parce que comme dit, t'as transformé un joueur qui joue pas en un joueur qui joue, quoi. Et t'as quand même un rookie, donc ouais, peut-être que j'aurais dû les considérer plus haut. Bah disons que dans cette zone où on est dans la zone des neutres, voire des négatifs, on va peut-être commencer à attaquer les intersaisons pas top. Bah finalement, c'est rien de génial, mais ils sont peut-être un peu au-dessus de la moyenne ou un peu au-dessus du positif, quoi, peut-être. Ouais, oui. Bah, quand tu fais les comptes, c'est dur de leur mettre du négatif, en fait. Donc voilà pour Chicago, et avec le choix numéro 11, qui prends-tu ? Les Cavs, du coup. Les Cavs, parce que dans le côté neutre, en fait, on y est un peu. T'as un peu le pari Lonzo Ball, mais étant donné le rôle qu'a eu sur les dernières années Isaac Okoro en playoff, et encore plus l'an passé, j'ai envie de dire que ça me va de tenter un pari avec Lonzo Ball, quoi, qui est intéressant. T'as re-signé finalement tout le monde. Je crois qu'il y a t'as Larry Nance aussi qui est venu, que t'as signé, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que on parle souvent de leur double big dont on décale les minutes pour avoir toujours un très bon poste 5, mais finalement ça manquait peut-être d'un troisième big quand tu vois que Tristan Thompson a eu joué beaucoup de minutes l'an passé. Ouais, beaucoup trop, ouais.
Beaucoup trop, voilà. Donc ça c'est quand même cool parce que bon, bah, Larry Nance Jr., bah, c'est un joueur que j'aime bien, que je trouve très polyvalent et très utile tout simplement. Moi j'aimais beaucoup. Je sais plus quand c'était, mais au Pélican là, l'année il y a 2 ans du coup au Pélican. Donc neutre avec potentiellement une bonne rentabilité si Lonzo Ball ça marche bien. Donc voilà. Effectivement, il y a un côté où je pense que pour les Bulls, Isaac Okoro, ça peut être un bonus et donc que du positif. Pour les Cavs, c'est moins grave de le perdre. Donc il y a même pas tant que ça de négatif, je trouve, pour les Cavs de perdre Okoro. Donc là, c'est à l'inverse et bizarrement, c'est presque ça peut être un trade gagnant-gagnant en fait. T'as ce côté où les Bulls récupèrent un talent contre un mec qui jouait pas. De l'autre côté, tu échanges un mec qui il ne jouait pas en playoff, mais parce que il ne pouvait pas. C'est pas parce qu'il était blessé, mais parce qu'il ne pouvait pas contre potentiellement un des meilleurs 3&D connecteurs de NBA quoi. Cela dit, la nuance et pourquoi je l'ai pas voulu le drafter plus tôt, c'est que Lonzo Ball, point d'interrogation sur les blessures, un peu comme pour Porzingis tout à l'heure. Donc là-dessus, je mets un doute et donc ça descendait un peu dans mon classement. Et puis surtout, t'as perdu Ty Jerome. Et ça, Ty Jerome, est-ce qu'il aurait refait une saison aussi fabuleuse 2 fois? Non, peut-être pas. Mais dans les faits, tu perds un mec qui avait une plutôt très belle valeur l'an dernier et qui n'est pas remplacé. Alors c'est pas extrêmement grave parce que je pense que les ballons qu'il avait, tu peux les reporter sur des Mitchell, sur des Garland, sur des Mobley, tes 3 créateurs stars, on va dire, qui eux peuvent un peu juste augmenter tous de quelques possessions leur volume. Donc il y a un monde où ça n'impacte pas l'équipe. Mais c'est vrai que il t'a quand même sorti de situations assez compliquées l'an passé. C'est une vraie belle, c'était un vrai très bon joueur NBA à mon avis, Ty Jerome. Donc voilà, la perte m'embête un peu, celle-ci. Cela dit, pour ajouter au côté positif, prolongation de Sam Merrill sur 4 ans, 8 ou 9 millions de dollars à peine. Magnifique. Voilà, ça c'est quand même pas mal. Mais ouais, tu vois, mes petites nuances par rapport aux Cavs, c'était la santé de Lonzo Ball et finalement potentiellement le trade va rien donner du tout. Et l'autre côté aussi Ty Jerome. Donc voilà. Donc potentiellement t'as fait en gros si Lonzo Ball ça se passe mal, t'as perdu Ty Jerome et Okoro contre rien quoi. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée, donc bon, c'est pas fait, mais c'est pour ça que je les avais un peu plus bas. On arrive sur les dernières équipes. Donc le choix numéro 12, il est pour moi. Il reste 4 équipes. Je pense que je vais prendre les Sixers. Est-ce que ça te choque ou pas? En pick numéro 12. Non, parce que en un sens, comme dit, pour moi, en fait, s'il re-signe Grimes, c'est largement première partie de la draft, quoi. C'est même top 3, hein. Je pense que c'est top 3. Tu vois, je pense même au niveau de Miami. J'ai pris Miami 2e. Bon, c'était peut-être un reach pour toi. Mais bon, bref, je détaille. Donc, Philadelphie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vijay Combe, numéro 3 de draft. Et c'est à peu près tout. Mais non, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeune à potentiel, d'accord, mais c'est un jeune qui de suite peut contribuer, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc ça, c'est bien, parce que dans le meilleur des mondes, en tout cas celui que tu espères, Embiid est là et Paul George est moins blessé qu'avant. Il y a quand même un monde où les Sixers sont compétitifs et même très compétitifs l'an prochain. Tu rajoutes pas un Ace Bailey, tu rajoutes pas un mec de 18 ans que potentiel et qui est pas encore développé, tu rajoutes pas, voilà, tu vois, un peu ce genre de profil. Tu rajoutes un Edgecombe qui à terme peut développer potentiellement, moi je suis moins sûr, mais pourrait développer de la création, mais qui à court terme déjà peut être un rookie qui fait 20, 25, 30 minutes par match de défense, de connecting, etc. Donc ça j'aime beaucoup, cet ajout de talent pur qui est un énorme ajout et énorme bonus net positif. Après, les autres signatures, on n'a pas encore Quentin Grimes, mais j'espère que ça va venir. Mais je vois pas une autre résolution en fait pour Grimes, à moins que lui juste là encore, il prenne la qualifying offer. Mais même s'il la prend, la qualifying offer, les Sixers le gardent pour un petit salaire, ce serait génial pour eux. Et au pire ensuite il se barre, Grimes, mais tu l'auras au moins pour l'an prochain. Et dans le meilleur des cas, le bras de fer se finit en fin septembre ou début octobre avec allez, on accepte, on te donne ce contrat de bonne taille et tu le conserves. Et si c'est le cas, tu vois, Edgecombe plus Grime, pour moi, ça peut les faire monter très haut. Du reste, t'as re-signé Eric Gordon au minimum, ok. Kyle Lowry au minimum pour le vestiaire, bon, super, ok, en 2025. Et la perte de Gershon Yabusele,
comme dit aussi tout à l'heure, pour moi, oui, il était important l'an passé, mais parce que le contexte était particulier et je pense que tu peux survivre. Ça aurait été mieux de le garder pour avoir un peu cette option de, tiens, en sortie de banc, on a 15-20 minutes d'un pick and pop que tu n'as plus, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc ouais, on attend en fait, hein, on attend Grimes, ça peut tout décider de tout, quoi. C'est ça, c'est un peu le Joker parce que en fait si t'as pas Grimes, ça veut dire que t'as perdu Grimes et Yabusele contre Edgecombe. Bon, c'est pas mal Edgecombe, mais comme dit, ça reste un rookie et si t'as Grimes, pour moi, t'as vraiment une équipe qui sur le papier et potentiellement une équipe qui peut sortir de l'Est. Donc c'est assez intéressant et un truc que j'aime bien avec Edgecombe aussi et sur le côté aussi pourquoi est-ce qu'il sera prêt entre guillemets à contribuer un peu dès son année rookie, surtout aux Sixers et surtout sur Nick Nurse, c'est qu'en fait c'était un des meilleurs playmakers défensifs de NCAA et Nick Nurse, bon bah le savant fou de la création de turnover, ça va bien lui plaire je pense. Donc ça là-dessus c'est intéressant déjà. Mais bref, donc voici pour les Sixers mon choix numéro 12 et donc à toi avec le choix numéro 13. Donc, si je fais bien les comptes, il reste les Celtics, les Pacers et les Milwaukee Bucks. Exactement. Ouais. Eh bien, je pense que je vais prendre les... je pense que je vais prendre les Celtics. Ouais, je suis d'accord. Je vais prendre les Celtics parce que... bon... Sur le niveau des joueurs, je pense qu'on est d'accord que c'est peut-être l'intersaison où tu perds le plus, encore que. Mais je trouve qu'en termes de, déjà tu passes sous la taxe. Et ça c'est important. Et surtout je trouve que sur potentiellement les assets à moyen / long terme, en tout cas pour l'été prochain, c'est quand même assez intéressant. T'as Anthony Simons qui va pouvoir jouer, du coup que tu vas pouvoir un peu maximiser et du coup je pense qu'en fait le calcul c'est à l'été prochain Anthony Simons aura bien plus de valeur que Jrue Holiday. Donc en fait ton calcul il sera un peu gagnant de ce point de vue là. T'as quelques jeunes qui arrivent à la draft, Hugo Gonzalez, Amari Williams, bon ça on verra ce que ça donne, mais c'est plus des fins de premier tour, second tour et après qui est-ce que j'oublie? Je ne sais pas. Chris Boucher, qui est arrivé. Chris Boucher, ouais. Lucas Garza et Josh Minot. Ouais, et Josh Minot qui est aussi, ça peut être cool. Mais le plus important, c'est que tu passes sous la taxe et t'as réussi à récupérer des petits assets à droite à gauche, quoi. Oui, bah, Boston, je pense qu'il est peut-être le moins pire. Il y avait un côté où, de toute façon, il fallait faire exploser un peu tout ça hein, par rapport au second apron. Après, j'ai du mal à le mettre en positif non plus parce que comment dire, tu profites un peu de l'opportunité pour repasser sous le second apron, mais c'est pas comme si ça libérait d'autres choses pour Boston, quoi. C'est juste pour les propriétaires, pour pas être punis à long terme, etc. Mais en plus, je crois qu'il y a pas un pic qui a été annulé pour Jrue Holiday. Oula, je sais pas du tout. C'est-à-dire Il me semble que l'échange Anthony Simons et Jrue Holiday, il y avait une histoire de pic qui devait être envoyé à Boston, mais que la visite médicale était pas bien, et donc finalement l'échange se fait. Mais sans le pic. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage pour le coup. Mais non, je te rejoins parce que Anthony Simons, pour dire, il est en fin de contrat. Fin de contrat en 2026. Donc là, il y a deux possibilités. Soit ils arrivent à le rééchanger de suite. Apparemment, c'est ce qu'ils essayent de faire. Bon, on sait pas, on verra. Il y a, donc dans cette possibilité, tu descends encore au niveau du cap. Donc là, tant qu'à dégraisser et profiter de la blessure de Tatum, t'y vas à fond. Donc soit sinon tu le fais jouer à fond les ballons, tu montes un peu la cote et tu l'échanges en février, ou même tu peux le prolonger. Et vu que tu l'as dans ton effectif désormais, tu vas acquérir certains bird rights, donc certains droits sur lui pour éventuellement redépasser le cap, etc. Voilà, le joueur est intéressant, comme tu dis, il y a un peu ce côté où Jrue Holiday c'était maintenant quoi qu'il fallait échanger parce que peut-être que Jrue à 38 ou 39 ans c'était un peu plus compliqué de trouver preneur quoi. Ouais. Après c'est vrai que sportivement t'as quand même perdu Al Horford, Kristaps Porzingis et Jrue Holiday. Donc oui, c'est sûr que t'as perdu quand même. Enfin, t'es quand même dans le négatif en termes de valeur sportive immédiate, j'ai envie de dire. Ça, je pense qu'on est un peu obligé de le dire. D'autant que Porzingis, bon, tu peux aussi dire que t'as
potentiellement dans un an on se dira bon bah finalement t'as réussi à ne pas perdre Porzingis contre rien et t'as réussi à en tirer un tout petit peu quelque chose, c'est quand même positif, parce que si ça se trouve il pourra pas jouer une autre saison régulière, on sait pas, mais je pense que le total est quand même un peu négatif quoi. Ben pour le coup tu dis contre rien, je pense qu'ils l'ont perdu contre rien. C'est même eux qui ont été un peu obligés de payer les Celtics, parce que en retour tu vois ils reçoivent George Niang qui est déjà parti, qui a déjà été rééchangé à Utah, un choix 2031 du second tour et du cash. Bon, oui, donc oui. pas grand chose. Et même de l'autre côté, c'est toi qui as payé un tour de draft 2026 pour que les Hawks prennent le contrat de Porzingis. Je pense que le joueur était intéressant, mais vu qu'il y avait un peu urgence de dégraisser le plus tôt possible, ils ont été un peu obligés de payer plutôt que attendre, laisser que les offres arrivent d'ici 2, 3, 4, 6 mois, 8 mois, etc. Donc ça j'aime pas. Et en fait, même plus globalement, je me demande à quel point on voit pas, on n'est pas un peu gentil avec Boston à cause de Tatum, tu vois, et de la blessure de Tatum fait que sans Tatum de toute façon 2026 c'était foutu, donc tant qu'à faire on y va à fond. Et c'est vrai, en un sens c'est vrai, mais imagine Tatum ne se blesse pas, les Knicks battent quand même Boston. Je pense que Boston aurait de toute façon dégraissé et on aurait vu donc une perte de talent sportif et on aurait vu un affaiblissement de l'équipe pour l'an prochain. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un aspect là où on se dit non mais c'est pas grave, de toute façon Boston ne joue rien l'an prochain. Et c'est vrai, mais en un sens, t'as ce côté, tu perds Porzingis, tu perds Jrue Holiday, tu perds tu perds ça, etc. Et tu vas chercher juste Chris Boucher en pivot backup, Hugo Gonzalez que tu draftes fin de premier tour. Bon, ok. À Fernie Simmons que moi j'aime bien, mais je peux entendre aussi les critiques par rapport à c'est juste un shooter et puis pas trop de trucs en plus. Est-ce que voilà. Et Lucas Garza en bout de banc au Timberwolves et puis Josh Mino. Vous êtes gentil là, ça fait 6 mois que sur le basket là vous parlez de son match son match de janvier, mais c'est que Josh Mino quoi. Donc c'est quand même pas top quoi tout ça. Et en plus on l'a même pas dit, tu perds Luke Cornett. C'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai que là, ton secteur intérieur, t'as perdu tout ton secteur intérieur, quoi, quasiment, à part Nemas Kita. Mais d'un autre côté, c'est dur de faire cette réflexion aussi, parce que s'ils étaient sortis et que Tatum était, j'allais dire en vie, mais non, encore pas sur blessé. deux jambes, pas blessé, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Mais est-ce que les moves auraient pas été complètement différents? Est-ce que Al Horford aurait pas re-signé pour une dernière année? Est-ce que t'aurais pas cherché un profil plus court-termiste plutôt que Anthony Simmons? Peut-être que t'aurais lâché des pics pour être court-termiste, mais quand même un peu dégraissé. Je sais pas, donc peut-être que ça aurait été différent aussi. Sans doute que ça aurait été différent, j'ai envie de dire, sans la blessure de Tatum aussi, quoi. Ouais. Encore une fois, moi, si dans le deal de Anthony Simmons, tu récupères un pick, ça aurait été mieux. Si dans le deal de Porzingis, t'avais récupéré un pick ou deux ou un jeune, ça aurait été mieux. Mais c'est pas le cas. Donc là, t'as perte de Luke Cornett, perte de Al Horford, perte de Porzingis, perte de Jrue Holiday. Pas contre rien, mais contre pas grand chose. Et contre potentiellement Anthony Simmons que tu peux ensuite revendre en pièces détachées, c'est pas beaucoup. Hein. Donc voilà pour Boston. À moins que tu aies autre chose à rajouter, hein, tu me dis. Et donc il reste 2 équipes. Quelle est la pire? Donc c'est un peu à moi de décider qui va être la pire et qui va être avant-dernier. Eh bien je ne sais pas. Est-ce que t'as un avis? Est-ce que tu veux qu'on fasse un coup double les deux ensemble? Donc Indiana et Milwaukee qui ont fait du business ensemble, ou en tout cas pas directement ensemble, mais qui sont reliés par Miles Exactement. Mais ce qui est ironique ou paradoxal, je ne sais pas, c'est qu'il y a un aspect où les Pacers sont perdants à cause du deal de Turner. Donc tu pourrais dire Milwaukee est gagnant. Non, ils sont aussi perdants, mais sur d'autres éléments. Donc allez, je vais quand même dire Indiana. Indiana en quoi? En pire ou en 14e? Indiana 14 et je te laisserai drafter ou pas d'ailleurs, peut-être que tu les drafteras pas en 15, mais je prends Indiana en 14, moins pire que Milwaukee. Pour une raison très simple, c'est que je pense que là les moves sont très nuls, je vais te détailler, mais tu perdras pas à Liberton. Je pense que le all-in qu'a fait Milwaukee potentiellement va te faire perdre Giannis. Donc je pense qu'en termes d'ampleur long terme, voire moyen terme, voire court terme, je pense qu'il y a une différence. Mais bon, restons sur Indiana pour l'instant. Donc en termes de départ, c'est Miles Turner. Et c'est un départ qui est regrettable et c'est pour ça que je le mets aussi bas. Tu sais, on a parlé la dernière fois, on en parle beaucoup du côté de Memphis, où les propriétaires veulent pas dépenser, veulent pas aller dans la taxe, etc. Et donc ça fait qu'il y a des choix financiers, des trades financiers qui sont dommages.
Ben là c'est pareil quoi. Là c'est pareil. Là, tu aurais pu payer Miles Turner pour qu'il reste chez toi. C'est pas comme si Turner avait eu une offre qui était bien supérieure des Bucks ou les Pacers voulaient pas s'aligner, etc. Non, Indiana aurait pu, et on martèle cette idée, ils auraient pu le garder. Ils n'ont pas voulu le faire pour ne pas rentrer dans la taxe. Et là où c'est d'autant plus déchirant sans doute pour les fans des Pacers, c'est que il commençait un peu à se chauffer à l'idée de le garder, vu le run en playoff, vu les finales NBA, etc. Ils étaient en mode, bon, allez, peut-être que le propriétaire va bien vouloir... Enfin, on n'invente pas, hein, c'est juste que les sources qui disaient que finalement, pourquoi pas prolonger Turner et aller dans la taxe, mais la blessure d'Haliburton te fait perdre les finales NBA, te fait perdre le match 7 et te fait perdre aussi donc Turner. Donc là, en fait, tu perds quelqu'un contre rien, alors que tu aurais pu non seulement le garder, et même tu aurais pu le payer et ensuite le rééchanger, au pire, tu vois. Au pire du pire. Donc là, tu es perdant sur tous les tableaux de ce point de vue-là, quoi. Et je réinsiste, hein, mais c'est pas comme si la somme que demandait Milwaukee, l'écart de somme entre l'offre de Milwaukee et l'offre des Pacers, c'était énorme, quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait, ah ben mince, Milwaukee propose 20 millions de plus. Non, nous, on veut pas mettre ça. On parle pas de ça quand on parle de à peine une poignée de millions par an. Ce qui, en termes de salary cap, est rien. Donc, perte énorme. Bon, Haliburton ne sera pas là, donc peut-être que ça a fait qu'on n'a pas eu non plus un marché très actif de l'autre côté. Peut-être que tu vois, si Haliburton était sur pied, il serait allé chercher sur un trade, je sais pas moi, un Jakob Poeltl, un Claxton, peut-être. Hein. Mais en l'état, on a juste perdu Turner, un choix regrettable. Et de l'autre côté, bon bah tu re-signes Isaiah Jackson et Wiseman, qui étaient deux pivots qui s'étaient blessés au tendon d'Achille toute la saison l'an passé. Bon, bah tant mieux, ok. Tu vas chercher Jay Huff, qui était le troisième pivot des Grizzlies, sympathique, mais bon, c'est une signature, ok. Mais il y a rien de plus, quoi. Donc Indiana, pour moi, ouais, 14e. Ouais. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que pour moi, Milwaukee, c'est un peu intouchable. Et ce qui est dommage avec Indiana, c'est que je pense que, tu vois, typiquement, c'est un peu un joueur qui a pas beaucoup joué parce que beaucoup de concurrence à l'intérieur à Memphis. Mais je pense que Jay Huff, ça peut être un très bon coup. Et en fait, si tu faisais Miles Turner et Jay Huff, je pense que tu avais une intersaison qui était largement positive, quoi. Oui. Et c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que tu avais les moyens de faire une bonne, enfin, c'est toujours facile à dire derrière notre écran, mais en tout cas, j'ai l'impression que t'aurais pu faire une bonne / très bonne off-season. Le problème étant que ton propriétaire a dit non, quoi. Ton propriétaire a dit non concrètement. Et surtout que tu t'étais un peu coincé tout seul parce que est-ce que tu avais besoin dès l'an dernier de donner un gros contrat à Nembhard? Non, tu t'étais pas obligé. Donc bref, tu t'es un peu blindé niveau cap et donc ensuite Turner a un peu payé les frais à la fin, mais voilà, deux trois petites erreurs et c'est juste que la perte est regrettable. Mais je te laisse enchaîner donc sur Milwaukee. Milwaukee, donc dernier de notre draft des meilleures intersaisons de l'Est, ce qui peut paraître étonnant vu qu'ils sont quand même allés chercher un pivot pour remplacer Brook Lopez. Alors, explique-nous ça. En plus, un pivot qui était, je pense qu'il était un des joueurs peut-être les plus demandés de la free agency, parce que la free agency était assez faible, on est d'accord. Mais je pense que déjà il y a un truc que j'ai toujours pas, t'as pas fait juste Miles Turner, t'as pas signé Miles Turner, t'as été obligé de couper Damian Lillard pour faire Miles Turner. Et pour ce faire, donc déjà t'as Damian Lillard, admettons qu'il revienne l'an prochain, en fait non, du coup il revient pas à Milwaukee. Et surtout le joueur sera peut-être encore NBA, mais tu auras toujours du dead cap, de la dead money. Tu auras 22 millions et demi par an jusqu'en 2028 de Damian Lillard. Ouais. Et ça, c'est un move qui te bloque aussi un peu complètement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Miles Turner, t'as été obligé de couper Damian Lillard. Donc en fait, si tu fais un peu le calcul, par exemple en 2026-27, t'as les 26 millions de Miles Turner plus les 22 millions de Damian Lillard. Donc en fait, c'est comme si tu payais 50 millions pour Miles Turner, qui en plus, je pense, ok, le spacing en attaque, ça sera cool, mais défensivement, je pense que Brook Lopez, Miles Turner, Brook Lopez, je sais pas, je pense que je prends quand même Brook Lopez sur le côté protection de panier. Ensuite, à redonner un contrat à Bobby Portis. Donc finalement, je pense que, je comprends pas, et comme t'as dit avant, et c'est pas un truc auquel j'avais pensé, mais en fait, ça peut te faire perdre Giannis, tout ça, quoi.
Ah oui, parce que c'est un all-in, mais pas intéressant. Mais non, mais ironiquement en plus, hein, tu l'as dit, tu coupes Lillard pour Miles Turner, mais c'est pas comme si tu coupais les 55 ou 60 de Lillard et que du coup t'avais 60 ou 55 millions d'espace, de cap. Non, en fait, ils ont coupé Lillard pour pouvoir offrir 25 à Turner comparé aux 22 de Indiana. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de couper Lillard, en dehors de toute autre considération, en fait, ça t'a juste fait gagner en termes de capacité de proposer un contrat à peine quelques millions. Donc c'est d'autant plus étonnant. Bon, évidemment que on parle aussi d'un mec où Turner, je pense que c'est un excellent ajout et je pense que c'est d'autant plus important avec Giannis vu qu'on parle de Giannis qui a besoin d'espace et qui aime bien aussi avoir un autre pivot à côté de lui. Donc il y a ce côté où ce genre de profil en défense qui est solide et qui est pivot, mais qui en attaque peut shooter. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un des seuls profils du marché comme ça. Donc on avait Brook Lopez pendant quelques temps. Ils avaient Brook Lopez. Maintenant ils vont chercher Miles Turner qui est un peu un des 3-4 seuls du marché qui est capable de proposer les deux. C'est ce que voudrait aussi Zion aux Pelicans. Il faudrait un mec comme Turner. C'est ce qu'il faudrait à côté de plein de monde, hein, de plein de profils. Il aurait besoin d'un Miles Turner. Bon, donc ça c'est bien. En soi c'est bien. Mais je parle de l'ajout sportif. Hein. L'ajout sportif c'est très bien pour le fit tactique. Mais il y a la manière de faire. Il y a quelles implications de cap, comme tu as détaillé, par rapport à le prix, par rapport à Lillard que tu as coupé. Moi, le fait de couper Lillard, c'est quand même fou parce que, enfin, d'accord, il était blessé, tendon d'Achille, donc blessure assez grave, il était vieux. Mais enfin bon, quoi, je sais pas, t'aurais pas pu, je sais pas, ça me paraît quand même assez étonnant. Et moi, ce qui me plaît pas, c'est que tu tentes même pas de l'échanger, tu tentes même pas de le relancer, puis de le reprolonger pour ensuite l'échanger plus tard avec un contrat moindre, etc. Juste, tu coupes un mec qui est de niveau All-NBA, à mon sens. Donc ça, c'est un négatif. Tu perds aussi Brook Lopez. Bon, ça, c'est moins grave, on va dire. Tu parlais un peu de Brook Lopez, Turner. Je pense que pour 2026, je préfère sportivement Turner. Mais à quel point, sur la rentabilité qualité-prix, ça aurait pas été plus intéressant de garder Lopez à 5 millions l'année, plutôt que couper Lillard et offrir 25 à Turner, tu vois. Je préfère Turner, mais je pense que le calcul global, j'aurais quand même préféré garder Lopez pour moins cher. Mais non, mais ce qui me dérange aussi, c'est que du coup, tu fais tout ça et le fait d'avoir coupé Lillard, ça t'a pas non plus donné, on a dit, beaucoup de space par ailleurs. Ça t'a donné juste assez d'espace pour signer Turner à 25. Et en fait, à côté de ça, c'est quoi? C'est tu vas re-signer Bobby Portis. Bon. Pas fan. Tu re-signes Kevin Porter Jr. qui a fait 3 bons mois chez toi, mais 3 bons mois dans les standards de Kevin Porter Jr. Tu vas re-signer, qu'est-ce qu'ils sont allés prendre? Jericho Sims, non? Ils l'ont re-signé, je crois, Gary Harris. Ouais. Jericho Sims, je crois qu'il y a Ryan Rollins, Taurean Prince et Gary Harris. Cole Anthony aussi. Enfin, tu as signé une flopée de contrats minimum. Et en fait, pour dézoomer, moi, il y a un côté all-in qui me paraît fou, quoi, parce que j'ai l'impression que il faut absolument qu'on fasse le move pour garder Giannis. Sauf que oui, tu l'as fait le move, hein, c'est un vrai all-in en termes de coût, c'est COUT, mais à mon avis, l'équipe va être assez, peut-être pas nulle, certainement pas nulle, parce que Giannis n'était pas nul, mais l'équipe va certainement pas être calibre top 2 de conf, de très loin, etc. Donc en fait, tu ne fais que repousser l'échéance. Là, t'as fait un move absolument vite, il faut qu'on fasse un move pour que Giannis demande pas le transfert. Mais peut-être il va le demander déjà d'ici un mois, peut-être, d'après Shams, mais pourquoi pas d'ici 6 mois ou un an, quand, ah mince, vous êtes gentil, mais l'équipe elle est un peu nulle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que t'as fait un all-in pour ça, quoi. Puis, bon, bref, t'as re-signé Portis, t'as toujours Kyle Kuzma, et tu vois, sur le côté Lillard, enfin, ça me paraît, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu, comme je le vois moi, qu'il y a eu une opportunité de, ah tiens, Miles Turner, on pourrait le signer. Bon vite, coupons-le, on cherche même pas à l'échanger. Ou ils ont dû essayer d'appeler 2 personnes et les 2 personnes leur ont dit non. Mais je pense que si tu négociais une équipe comme les Wizards qui prend absolument tous les contrats finissants, il y avait moyen peut-être de faire quelque chose avec eux, quoi. Ou les Nets qui avaient beaucoup de cap space, ils auraient pu encaisser ça, ouais. Ouais, voilà. Et peut-être que tu payais un pic, ok, mais peut-être aussi qu'au moins t'avais pas 22, 23 millions de caps, de dead cap tous les ans, quoi. Donc, je pense que Miles Turner n'était, en gros, si je devais résumer, Miles Turner n'est pas un joueur sur lequel je ferais un all-in, en fait, concrètement. Et je pense que dit comme ça paraît assez simple, mais c'est un peu ce que les Bucks ont fait, quoi. Ils ont aussi re-signé Gary Trent et Taurean Prince. Bon, sympathique, hein, pour des salaires très petits, donc à la limite, j'ai pas de problème. Les joueurs sont pas géniaux, mais à ce tarif-là, ok. En fait, c'est juste, moi, pour le reformuler, c'est juste que
tu fais un all-in, mais avec une équipe qui est moins forte que l'an passé. Et l'équipe de l'an passé, avec Lillard, avait des faiblesses. C'était une équipe qui était top 4 ou top 5 de l'Est, d'accord, mais avec une défense où il n'y avait pas assez de défenseurs collectifs, pas assez de rotation off-ball, etc. Et en attaque, pas assez de connecteurs, pas assez de passing, de tissu liant offensif. Et en fait, t'as la même équipe qu'avant, mais t'as juste remplacé Lopez par Turner qui est à peu près le même profil, mais qui va pas t'aider sur la rotation off-ball, qui va pas t'aider sur le passing ou l'extra pass, etc. Et t'as pas Lillard. Donc je vois pas en quoi c'est un bon calcul de faire cet énorme all-in très coûteux en dollars et très coûteux en conséquences, mais où l'ajout n'est pas proportionnel, quoi. L'ajout sportif n'est pas proportionnel du tout. Donc en fait, je crains juste que Giannis veuille se barrer, quoi. Et en plus, paradoxalement, soit t'arrives à renégocier en interne une méga prolongation pour Giannis, mais je pense pas qu'il le fasse parce que lui, il veut quand même garder les portes ouvertes. Soit en plus, t'as un peu un phénomène d'urgence où va pas falloir tarder à l'échanger, quoi, Giannis, parce qu'il a quoi, il a 2 ans ou 3 ans de contrat. Donc tu vas pas l'échanger, tu vois, à 6 mois du contrat. C'est peut-être même bientôt qu'il faut le mettre sur le marché, quoi. Donc c'est incompréhensible. Après, tu me diras aussi, peut-être que, très simple, on échange Giannis d'ici 6 mois ou 1 an, on fait un méga cash out niveau, on prend plein de pics, plein de jeunes, etc. Et puis, le Miles Turner qu'on a re-signé, bon, c'est pas grave, lui aussi on peut le rééchanger quelque part, il aura une très belle cote à mon avis, parce que 25 l'année, c'est pas tant que ça pour un profil à ce point rare. Donc tu vois, je pense que actuellement, moi je les mets 15e, les pires de l'Est, parce que ça peut te coûter Giannis, et que voilà. Mais de l'autre côté, on peut aussi se retrouver dans 2 ans et en fait, ok, il y a plus Giannis, il y a plus Turner, mais t'as une équipe de jeunes totalement en reconstruction et t'as fait plein de pics dans l'affaire et plein de jeunes et plein d'assets. Et peut-être que d'ici 2-3 ans, t'auras un nouveau cycle. Mais le problème, c'est que t'es censé être candidat au titre et que tu pourrais passer un nouveau cycle, quoi. Ouais, c'est ça. T'as Yanis qui est à 30 ans, quoi, dans son prime absolu. Et même si en fait, je pense que, on se rend pas compte à quel point c'est rare d'avoir Yanis dans son effectif, quoi. Tu vois, tu dis oui, tu démarres un nouveau cycle, mais bon, c'est pour trouver un autre joueur sur lequel démarrer un cycle. On le sait, ça peut durer 3, 4, 5 ans. Oui. Et là, t'as quand même, t'as réussi à avoir ce gars et, tu vois, tu regardes l'effectif, t'as pas de porteur de balle. Tu n'as pas de porteur de balle à part Yanis, quoi, qui en plus est un porteur de balle un peu particulier avec les défauts qu'on lui connaît de shoot, de passing, etc. Donc, je trouve l'effectif intéressant dans le terme, dans le sens où les petits coups au minimum qu'ils ont fait sont cool, même Amir Kofi, ok, c'est sympa, mais en fait l'effectif je le trouve tellement faible, même tu vois, tu parlais de defense of ball, je veux dire dans le même effectif t'as Kyle Kuzma, Kevin Porter Jr., Gary Trent Jr., Cole Anthony, Bobby Portis, Jericho Sims, Taurean Prince, c'est en termes de défense off ball, c'est catastrophique, quoi, même pour juste parler du sportif. Mais oui, je pense que t'es obligé de les mettre derniers si ne serait-ce que si tu crées le risque que Yanis parte, quoi. C'est ça, ouais. Mais après, peut-être qu'au bout d'un moment tu arrives en fin de cycle et que là c'est un peu grave dans le référentiel de garder Giannis ou pas. Donc tu peux le perdre à cause des moves de cet été. Cela dit, tu vois, moi, si dans 1 an, Giannis est échangé et que tu récupères, tu dis, ils ont pas de porteur de balle, ils ont pas de top prospect. Peut-être dans 1 an, ils vont échanger Giannis contre Stephen Castle ou contre Dylan Harper, tu vois, par exemple. Plus, ensuite, ils vont accumuler 3 ans de tanking avec 3 choix du top 5 ou du top 3 de draft. Et en 2028, il y aura plus de dead money et tu seras avec un Dylan Harper en année numéro 3 ou 4 et 3 choix du top 3 et puis rouler jeunesse, quoi. Et puis c'est comme ça que tu reconstruis des équipes. Donc oui, c'est dommage, mais je veux dire, il y a quand même cette porte de sortie où tu peux, je pense, te sauver un peu avec un trade de Giannis pour faire le plein de pics ou de jeunes ou d'assets, et pareil pour Turner. Donc, c'est pas top pour le cycle très court, mais long terme, c'est pas non plus, c'est pas la cata. Et cette dead money, notamment si tu commences un nouveau cycle, cette dead money, elle compte un peu moins au final. Donc je pense que c'est peut-être une des portes de sortie du projet, de dire tentons de le garder le plus possible. Peut-être aussi un bras de fer médiatique en mode tiens, on va attendre que lui demande son trade publiquement, comme ça c'est lui le méchant et c'est pas nous. Mais voilà, c'est pas catastrophique long terme, on peut s'en sortir. C'est juste que peut-être qu'on a un peu acté à la fin, le début de la fin de Giannis à Milwaukee avec ce all-in. Mais d'ailleurs, nuance, je peux aussi entendre que des gens soient totalement en désaccord et argumentent que
bah tu vois, Turner c'est une magnifique signature d'un point de vue fit tactique avec Giannis, que Lillard de toute façon aurait été blessé, donc et en plus il était vieux avec une blessure grave, autant le couper plutôt que le garder, il aurait pas eu le même niveau, et que peut-être que tous les 3&D qu'on a cités, les Amir Coffey, les Gary Trent, les Taurean Prince, et que voilà, si t'as une meilleure opinion que nous de ces gens-là, peut-être que tu peux dire bah oui, bah finalement c'est quand même pas si mal que ça comme été, avec Giannis tu peux encore finir top 4, top 5 à l'Est, et c'est possible. C'est juste que ça dépend à quel point tu as une pondération positive ou pas de ces profils-là et du risque de perte de Giannis. Mais ok. Et donc voici pour Milwaukee. Donc je rappelle notre draft, le classement final. Donc numéro 1 Orlando, et je pense d'assez loin. On est un peu d'accord sur cette idée. Numéro 2 Miami, numéro 3 Atlanta, numéro 4 Toronto. Mais qui a drafté ça? C'est totalement bizarre. Toronto en numéro 4. Les Knicks numéro 5, Brooklyn numéro 6 pour la flexibilité, Charlotte numéro 7, Washington numéro 8 pour l'ultra flexibilité, numéro 9 Détroit, numéro 10 les Chicago Bulls et 11 les Cleveland Cavaliers, numéro 12 les Sixers parce que Grimes n'est pas là, mais sinon les Sixers auraient été beaucoup plus hauts, et puis 13 les Celtics qui ont tout perdu, et numéro 14 les pauvres Pacers sans Miles Turner, et numéro 15 et les Milwaukee Bucks. Bon, ça va? Qu'est-ce que tu penses de cette draft au final? Je l'imaginais pas du tout comme ça il y a 1h30. C'était quoi ton board, toi? Vas-y, dis-nous ton board que t'avais préparé. Alors, attends, je vais le retrouver. Du coup, j'avais le Magic en 1, les Hawks en 2, les Knicks en 3, ouais, les Hornets en 4, et après, j'avais... En fait, c'est tous tes pics. T'avais aucun de mes pics entre numéro 2, numéro 4, numéro 6. T'avais rien de ce que moi j'ai choisi, quoi. Et après, j'avais le Hit qui est arrivé en 6 à peu près, quoi. Bon, bref. Voici pour ce nouveau format. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup, Baptiste, d'être passé sur le Basket Lab pour cette draft des intersaisons. Eh ben, merci à toi. Merci à toi pour le nouveau format. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura plu aux auditeurs. Et toujours un plaisir de passer dans le Basket Lab, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour ce format, nouveau format de draft d'intersaison. Bon, effectivement, mon pic de Toronto, quand on rajoute le fait que Ingram, en fait, c'était pas vraiment l'intersaison, il paraît un peu bizarre. Je le conçois. Après, vous avez compris, hein. De toute façon, vous savez que sur le Basket Lab, les formats, c'est un peu un prétexte, hein, comme quand on fait une draft sur les vieux, comme quand on fait un top 100 d'ailleurs, ça va arriver, comme quand on fait des soi-disant les stats de la saison. Le but, c'est un prétexte de parler de jeu, donc c'est un peu l'idée. Au final, l'ordre, on s'en fiche un peu. Ben, pour le coup, c'est un peu le fond est plus important pour moi, mais le format est toujours rigolo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce nouveau format, un petit tour d'horizon rapide de l'Est et de l'Ouest, mais sans y passer non plus 4 heures à chaque fois sur chaque équipe. Donc voici, et donc justement, j'en parlais, je pense que la prochaine fois, on va se retrouver peut-être lundi matin pour commencer notre top 100. Peut-être pas parce que j'ai pas encore tant que ça d'épisodes sous la main malheureusement, mais je pense tout de même qu'on va se retrouver lundi pour ceci, donc la prochaine fois le début du top 100. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.